Bienvenue dans cette émission. Merci. Allez, on va s'intéresser évidemment à ces réactions un petit peu avec le président Condé qui a réagi, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Alpha Condé qui a réagi depuis la Turquie. Oui, justement, on l'a vu cette réaction du président Alpha Condé depuis la Turquie, et c'était dans l'après-midi d'hier. Et une communication d'ailleurs qui a été largement partagée. Et qu'est-ce qu'on retient dans cette sortie du président Alpha Condé? D'abord, sa posture de Guinéen préoccupé par tout ce qui peut arriver au pays, même absent du pays. Il montre sa préoccupation de tous les soucis que le Guinéen peut aujourd'hui subir. Bon, laisse-moi faire ma lecture, Roby. C'est des politiciens. Non, laisse-moi faire ma lecture. Après, tu diras maintenant ce qu'il est. Alpha Condé, on ne l'a pas connu à la mosquée ni à l'église. On l'a connu dans la politique. Donc, dire que ces actes sont politiques, je crois que ce n'est pas une information. Il n'est que ça, c'est un politicien. Nous-mêmes, on l'a dit que c'est une bête politique. En plus, donc, il passe même pas le bon message. Donc, ce qu'il... Ruby, tu peux te calmer un petit peu, s'il te plaît. Je ne sais pas pourquoi tu es allergique. Moi, ça commence à bien faire. Quand il dit... Mais non. Quand il dit, c'est... Quand il dit que c'est dommage que ça arrive au moment où il y a restriction à Internet, je vois pas le lien. Non, tu vas dire ta lecture tout à l'heure. Moi, je fais une lecture sémantique de la communication. Quel est le message de Alpha Condé? Le message, je vais dire principalement dans le message, c'est l'appel à des enquêtes sérieuses pour qu'on sache qui est responsable de ce qui arrive aujourd'hui aux Guinéens. Ça, c'est un premier pan de son appel. L'autre appel, c'est bien aujourd'hui de savoir, d'étaler un peu les problèmes auxquels les Guinéens sont confrontés lorsque cette autre situation vient prendre les Guinéens de court, parce qu'on sait déjà le plan qu'il a présenté d'ailleurs, je vais dire, le contexte économique, le contexte social, et à cela vient aujourd'hui s'ajouter tout ce qu'on est en train de vivre du côté du dépôt de Kaloum. Et il vient dire que tout cela vient exacerber la situation du Guinéen. Mais l'autre message qu'il envoie, c'est qu'il faut aujourd'hui un sursaut pour un retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire à un pouvoir responsable. Un pouvoir qui se soucie de la situation socio-économique des Guinéens. Maintenant, est-ce que à dire que le président Alpha Condé tient toujours à son retour à sa position de président de la République? Est-ce que tout cela est aujourd'hui possible? Qu'est-ce qu'on peut lire derrière cette sortie ou tous ces messages en ces circonstances? Ce sont entre autres questions que nous nous posons aujourd'hui pour voir. Il n'était pas le seul qui a fait des messages. Il y a eu même tous les autres qui ont fait des messages. Il y a eu Ousmane Kaba, il y a eu Cellou Dalein Diallo, il y a eu Sidia Touré et Lansana Kouyaté. Tous quand même ont envoyé des messages de compassion au peuple de Guinée. Et je crois, au soir de toutes ces communications, le ministre de la Justice, Charles Wright, qui a réitéré que c'est de la responsabilité de mener les enquêtes sérieuses afin de situer les responsabilités. Je crois que le dernier communiqué du gouvernement a réitéré la même chose, que les enquêtes vont être menées. C'est là-bas la question. Les enquêtes vont être menées. Elles vont partir d'où, avec quels éléments pour arriver où? Je crois que les Guinéens attendent bien de savoir ce qu'on peut nous apporter comme élément de réponse à ces enquêtes. Voilà, Daouda Mohamed Kamara. Hier, Diba, vous étiez sur le terrain, évidemment. On va revenir un petit peu sur le bilan. Un bilan lourd, il faut le rappeler, mon cher ami Diba Milimono, avec un travail formidable d'ailleurs sur le terrain, avec ton cadreur hier sur le terrain. Allez-y, mon cher Diba. Oui, tout à fait. On sait tous, depuis avant-hier à 23h, il y a eu cette explosion. Donc les dépôts ont pris feu et après on a tous vu ce qui s'est passé après, avec toutes les implications que cela a pu causer sur le plan humain, sur le plan matériel. Et vous avez vu un peu les bâtisses à Kaloum, les maisons, les stigmates de l'explosion sur la fédération, les immeubles qui sont dans les environs.
les citoyens à Corentin qui se sont aussi déplacés en masse. À cela, il y a eu, après la mine, le gouvernement d'Épuisières a mis en place une cellule de crise. Alors, une cellule de crise composée un peu de plusieurs corps, mais également des départements ministériels pour traiter l'information avec plus de rapidité, mais également que la riposte qui a une célérité, c'est la course contre la montre. Donc, dans la communication, si vous avez constaté hier, ils ont souvent réactualisé les chiffres, puisque déjà les forces de défense et de sécurité, en collaboration avec la protection civile, hier ils avaient un tableau de bord sur le site où les blessés, les cas de mort étaient répertoriés et progressivement corrigés. Donc hier soir, à la télévision nationale, le nombre de décès est passé de 13 à 14. C'est ce qui a été dit. Ensuite, il y a la prise en charge gratuite et assurée pour 190 blessés, dont 113 ont rejoint leur famille. La poursuite de l'assistance aux sinistrés par l'Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humaines. Le souffle de l'explosion a provoqué d'importants dégâts matériels dans les environs, ça a été dit. Donc, question de santé publique. Maintenant, les mesures qui sont annoncées, qui restent toujours en vigueur, c'est notamment la fermeture des stations-service sur toute l'étendue du territoire national pour éviter la spéculation. Ils disent aussi la restriction de la circulation des camions-citernes, la reprise progressive du service sur l'ensemble du territoire national, excepté la commune de Kaloum, par les travailleurs du secteur public et privé, et le réaménagement du calendrier des congés de Noël au niveau de tout le système éducatif du 9 décembre au 1er janvier. Donc voilà les mesures, justement les mesures qui ont été annoncées hier en réaction à ce qui est en train de se passer. Maintenant, il y a aussi le ministre de la Sécurité l'avait dit dans l'interview qu'il a voulu nous accorder hier, qu'il y a un élan de solidarité non seulement sur le plan national mais aussi à l'international. Donc on a vu hier le Mali qui a dépêché une équipe, le Sénégal également qui a envoyé des sapeurs-pompiers, des médecins, puisqu'ils ont une expérience acquise à la dure dans ce domaine-là, donc ils viennent prêter main forte à la Guinée. Il y a aussi un élan de solidarité qui commence à se mettre en place à l'international. Donc, nous sommes aujourd'hui face à une situation où c'est le sursaut national. On fait appel au sursaut national, puisque quand on a un ennemi, on met de côté nos dissensions. C'est ce qui a amené tous ces leaders politiques aussi à faire des discours, puisqu'on est avant tout guinéen, avant d'être un politique, avant d'appartenir à tel parti politique ou à telle obédience politique. On a également vu le dispositif au niveau de la mosquée Faisal. Je tire un chapeau à cette jeunesse guinéenne. Ils ont envoyé un signal fort hier pour dire oui, nous pouvons ne pas regarder dans la même direction. Mais quand on est touché, on devient orgueilleux. C'est la nation d'abord. La nation d'abord avant toute chose. Et ce que j'ai vu hier, cet élan de solidarité à la mosquée, à l'esplanade de la mosquée Faisal, avec cette jeunesse qui était là, dynamique, elle est debout, elle regardait dans la même direction. Ils ont formé un tout. Ça a été un signal fort pour dire que rien ne doit nous diviser et que les tempêtes vont passer, mais nous allons rester ensemble. Donc, les tirer un chapeau, mais également ces sapeurs-pompiers, quoi qu'on dise, la protection civile. C'est très important. Hier, ils ont pris beaucoup de risques. Ils étaient partout. Ils étaient proches des flammes, puisque une explosion pouvait arriver à tout moment. Mais ils étaient là. Avec peu de moyens. Avec peu de moyens, ça il faut le dire, parce qu'on a vu un peu. Ils font de grands efforts. On a vu, il a fallu 42 engins, justement, 42 engins qui ont été déployés. Oui, et ça, il faut aussi rappeler qu'il y a eu la société Topaz, il y a eu la Guipresse, il y a l'aéroport, l'aéroport qui sont venus, Alport, qui sont venus aussi à Napoint pour essayer un peu d'apporter plus de soutien pour qu'on arrive à circonscrire le périmètre. Donc, ils ont réussi à circonscrire le feu. Maintenant, est-ce que, parce que dans la communication, hier, on a dit qu'on a maîtrisé le feu. Oui, on peut aller sur une telle communication, mais sauf que les services sont restés sur place pour continuer quand même à se battre. Et parce qu'il faut rassurer, une fois encore, les citoyens. Donc, le mérite qu'ils ont eu, c'était de circonscrire d'abord. Puisque c'est les flammes, ce sont des flammes hydrocarbures, c'est pas facile de maîtriser. C'est pourquoi ils ont utilisé des produits, les mousses, pour essayer un peu de juguler un peu les flammes. Donc, les tirer un chapeau, en tout cas tous les services, mais également appeler l'État aussi à être dans plus d'anticipation à l'avenir, puisque les catastrophes, c'est vrai que ce sont des facteurs qui ne peuvent pas dépendre de notre volonté, parfois, et ça peut s'imposer à nous, mais dans l'avenir, je crois, on devrait renforcer les services, les entités qui sont chargées de tout ce qui est riposte dans le pays. Parce que ça vient un peu
disons, regarder notre capacité de résilience. Ça teste notre capacité de résilience à faire face aux catastrophes. Donc ça, je pense que ça va permettre aussi à l'État de tirer des leçons et surtout de se préparer. Maintenant, pour finir, puisque c'est le seul dépôt qu'on a là, alors certainement dans les jours à venir, beaucoup disent comment on va faire pour y faire face. Est-ce qu'il faut envoyer un bateau flottant en attendant pour essayer de servir, ou bien il faut faire recours au pays qui nous entourent, puisqu'il faut rappeler que j'apprends que notre capacité de stock c'est pour 8 semaines, donc 8 semaines ça veut dire 2 mois. 2 mois, donc c'est ce que certains observateurs disent. Maintenant, la capacité par exemple du Sénégal c'est 2 ans. Voilà, donc la Côte d'Ivoire à peu près c'est la même chose. Donc la Guinée, je crois, le Libéria, la Sierra Leone, nous avons cette capacité à stocker qui est un peu plus limitée. C'est ce qui a fait que l'État est en train de se battre pour réaliser le chantier du côté de Morbaya, puisque de ce côté, la capacité de la Forêt-Caria, de ce côté, le stock est plus important. Et puis, ça va permettre de désengorger Kaloum. Il y a aussi de l'aspect sécurité. Donc, il y a Amadou Doumbouya, je crois, c'est son nom de la SONAP, qui avait fait une communication en ce sens. Je crois qu'ils sont en train de mettre les bouchées d'eau pour que... il était temps, hein, mon cher ami. Je pense que c'était déjà aussi, en tout cas, en ce qui concerne les engagements du CNRD, parce que de l'arrivée de Doumbouya... Voilà, dès qu'ils ont arrivé, ça, quand il faut rappeler, puisque le dépôt, il est là depuis 90. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont mis en priorité, ils ont dit, dans ta lettre de mission, il faut que tu nous aides à sortir un peu ce dépôt de Kaloum, l'envoyer très loin. Donc c'est ce qui a fait que le chantier à Forêt-Caria, mais également à Kankan, justement, ils sont en train de réaliser ça. Il faut le reconnaître, c'est des efforts qui sont en train d'être déployés. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter avec des voisins, sachant que la qualité du carburant au Sénégal est différente de la qualité en Guinée? Je ne conseille pas cela, puisque si on le fait, le prix va... Le carburant sale, ça c'est notre débat, hein. On en parlera forcément. Justement, le prix va découper. Donc, chapeau à tout le monde et félicitations aux Guinéens. Merci beaucoup. Et à l'État aussi, qui a été quand même, quoi qu'on dise, qui a anticipé. Hier, sauf qu'il y a eu des couacs quand même, parce qu'il ne faut pas comprendre que 24 heures après, il n'y a pas de discours à la nation. Oui, le président, on l'attendait. Là, je ne comprends pas. Même moi, je l'attendais hier à la télévision nationale, parce que c'est le... On dit c'est le premier soldat. Quand même. Quand il y a un problème, on s'identifie tous à lui. On attendait quand même le président hier qu'il fasse un discours à la nation, parce qu'un simple message peut changer une situation. Ça peut soit provoquer une colère ou jeter une sorte de bombe sur les cœurs. S'il avait parlé hier pour dire je suis au premier rang, du côté des victimes. Voilà. Et descendre aussi sur le terrain, descendre aussi sur le terrain. Ce que j'apprends, il était censé d'être avec Goumou sur le terrain à dernière minute. Eh bien, ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Justement. Gros point d'interrogation. Bon, il y a la question sécuritaire. Après, il y a une question sécuritaire qu'il faut prendre en compte. Mais Lamine, je vais vous dire une chose. Si vous le dites. Je vais vous dire une chose. Allez-y, madame. Hier, on peut comprendre qu'il ne veuille pas descendre sur le terrain parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne sait pas qu'est-ce qui est à la base de ce qui est arrivé. Mais un discours à la nation était vraiment attendu. Moi, j'étais devant, tout le monde était devant le petit écran. On n'exige pas de lui d'être sur le terrain, mais tout le monde était accroché à la RTG, et je pense que c'était la moindre des choses qu'on puisse faire, qu'il parle aux Guinéens. Parce que comme Diba l'a dit, il est le premier Guinéen aujourd'hui, il nous représente un peu partout. On a besoin de l'entendre par rapport à ce qui s'est passé, les victimes, tout le monde avait besoin de cela. On n'exige pas forcément, puisque nous savons que nous sommes dans une situation d'exception et que quand une situation comme ça arrive, on ne peut pas dire à quelqu'un de se jeter bêtement dans la gueule du loup, mais au moins parler depuis le palais, c'était nécessaire. C'était nécessaire, hein, très important. Donc je disais, question sécuritaire, je pense que c'était un peu risqué hier de sortir sur le terrain. C'est ce qui a été dit. Maintenant, le discours, je pense que... C'est la moindre des choses. On n'a pas besoin de venir à la RTG. À la présidence, la DCI pouvait le faire. On a vu Bush, les tours jumelles. Il est venu sur le terrain. Donc, ce n'est pas le même contexte. C'est pas le même contexte. Elle a dit, Madame Yo. Voilà, il fallait faire c'est un régime d'exception, donc c'est un peu compliqué. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Voilà. En fait, j'aimerais continuer sur la même logique de félicitations, notamment de cette jeunesse hier, parce que ce soit des amis dans le quartier ou des simples connaissances, tout le monde est parti vers la ville pour essayer d'apporter cette assistance. Et ce matin, j'aimerais donc féliciter d'abord cette jeunesse, mais surtout féliciter en particulièrement qui m'a marqué. C'est un de nous ici, par exemple. Ali Kaba. Il était souffrant quand il est sorti de chez lui tôt le matin et il est rentré plus tard
encore souffrant. J'étais là parce que j'étais chez lui et puis on en a discuté sans même faire de bruit, sans faire de selfies et sans publier quoi que cela soit. Je veux dire, il y a des jeunes comme ça qui ont quand même le sens de la solidarité et qui peuvent aller aider et revenir. Et j'ai envie de dire que cette jeunesse d'hier et tous ceux qui ont apporté leur solidarité n'ont pas attendu et n'attendent d'ailleurs pas un discours du président pour continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Sauf que cet élan de solidarité... On est dans la logique, Mohamed Ali. Oui, je sais que tu vas dans le contresens. Voilà, on est dans la logique. On parle d'une nation là. On n'a vraiment pas besoin du discours du président pour continuer à faire ce qu'on a fait hier et ce qu'on va continuer à faire. Qu'il fasse exactement. Ben, c'est ce que je suis en train de dire. Maintenant qu'il fasse un discours. Qu'il fasse un discours. Qu'il fasse un discours, qu'il ne fasse pas de discours. Ça n'aurait rien changé du tout. Vous voulez qu'il dise quoi? Il comprend pas. Mais dire des choses pareilles. Il va dans le contresens. Ça allait changer quoi? On parle d'une nation là. On va quand même l'écouter. Ce que vous êtes en train de dire, voilà. C'est ça. Ça allait changer quoi? On n'a pas besoin de discours. Ce qui a été fait, c'est ce qui devrait être fait. Ce qui devrait être fait, c'est ce qui a commencé à être fait hier. Et c'est ce qui doit continuer à être fait aujourd'hui. Personne n'a besoin que quelqu'un te dise de faire quoi que ce soit. Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand il y a des drames, quand il y a des situations pénibles, il est de la responsabilité d'un président. Il est de la responsabilité d'un président d'être auprès de ces populations. Mais ce que je suis en train de vous dire, je vous décris une réalité. Je vous dis que ce qui devrait être fait a été fait hier et le discours du président à la télé n'aurait rien changé pour ce matin parce que les gens vont continuer à faire la même chose. Ceux qui ne pourront pas, incroyable, ne pourront pas faire. Oui, c'est incroyable. Et tu vas l'entendre. Parce qu'effectivement, la mine des pêches nous donner la parole. Ça n'aurait rien changé le discours du président. Et je pense que le discours n'a pas motivé. C'est dans un état normal où on attend quelque chose du discours du président. Il y en a qui ne font même pas confiance au discours du président. Un état normal. Quand même. Je suis en train de dire qu'il y en a qui n'ont même pas dit quoi, même pas au discours du président. Donc ça n'aurait rien changé. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est que cet élan de solidarité qui a démarré hier doit pouvoir continuer aujourd'hui auprès de cette citoyenne, de cette population civile, de ces citoyens, à l'international. En fait, surtout, le président, c'est cette précision. La mine, elle est importante parce qu'il ne faut pas qu'il passe. Et le président fait un discours. Voilà, qui a été publié. C'est un poste. Non, l'imposte, c'est la pression qui est importante. En fait, ce dont on parle, c'est à la télévision. Voilà, de la RTG. C'est justement. Adresse à la nation. Voilà, adresse à la nation. Il l'a pas fait, Diba. Voilà, donc c'est pas un discours, ça. Je suis désolé. Est-ce qu'on pouvait m'écouter? Oui, mais c'est ce qu'on fait là, justement. Il a fait un poste. On parle là de la même chose. Voilà, parce qu'il a dit que. Non, on parle pas de la même chose. Je parle du discours à la nation. Vous allez me comprendre. Allez, on t'écoute. Je dis, on l'attendait hier à la télé, on l'adresse à la nation. Ça, on l'attendait. On attendait. Maintenant, dans la journée, j'apportais juste une précision. Dans la journée, il y a un discours qui est sorti. Oui. Émanant de lui. Maintenant, nous, hier, on attendait quand même à la télévision pour cette adresse à la nation. Parce que tout le monde, avec la restriction des réseaux sociaux ne peuvent pas avoir accès à ça. Là aussi, en justement. Ils donc, utilisent VPN aussi. Voilà, donc il faudrait que hier, on aurait pu quand même l'entendre à la télévision. Ça allait toucher les citoyens partout. Donc la pression que je voulais apporter, je disais dans la journée, il y a un discours qui est sorti. Voilà. Il y a des Guinéens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Voilà, sauf que le soir, on l'attendait. Voilà. Encore une fois, je reviens là. Pardon, il finit, madame. Le président, son discours, pour moi, n'aurait rien changé de ce qui a été fait hier et de ce qui se fera fait aujourd'hui. Ça n'aurait même pas regardé qui que cela soit, peut-être à part les forces de l'ordre. Moi, je pense que ce qui devrait être fait a été fait hier. Ils se sont motivés. Il finit. Et il finit, s'il te plaît, Daouda. Il finit. On leur apporte des équipements et surtout ceux de la protection civile, parce que c'est incroyable quand même ce que ceux-là ont réussi à faire hier. Ce sont les oubliés. D'habitude, tout le monde sait qu'ils n'ont rien comme équipement. Un soldat qui va à la guerre sans armes et qui réussit à triompher, ben c'est pas qu'un simple soldat. C'est quelqu'un qui s'est surpassé, j'ai envie de dire. Ils ont eu des appuis. Bien sûr qu'ils ont eu des appuis. Mais est-ce que c'est à la hauteur? Est-ce que c'est prêt pour ce type de flamme? Louis, tu vas me laisser passer. Je suis en train de dire, est-ce qu'ils étaient prêts à ce qui est arrivé? Ça a surpris tout le monde. Ils n'ont pas les équipements parce que ce n'est pas quelque chose qu'on éteint avec de l'eau. Est-ce qu'ils avaient... Exactement. Bon, c'est les privés qui les avaient. Est-ce que les privés, même ces privés, est-ce que ce qu'ils avaient, ça devrait suffire? Est-ce que ça pouvait suffire? Est-ce que l'État était prêt? Est-ce que la protection civile était prête aujourd'hui? Qu'est-ce que je sais? Bah juste, non, on anticipe, on peut anticiper. Donc je suis en train de dire, tu vas me laisser passer, je vais finir. Je suis en train de dire que
ce qui me fait peur aujourd'hui, et c'est pourquoi je dis que ça n'aurait rien changé, parce qu'il y a eu des communiqués qui déjà disent ce qui doit être fait. Lorsque dans ces communiqués, on lit entre les lignes la mine, moi, aujourd'hui, demain et après-demain, me fait plus peur que la journée d'hier. Pourquoi? Parce qu'on risque d'être confronté à des manques de ressources. Par exemple, il ne va pas y avoir de carburant, les gens vont cesser d'aller au boulot, vont cesser d'avoir les moyens d'apporter des soutiens à ces gens-là. On risque d'avoir des pénuries d'électricité parce qu'on doit alimenter les générateurs qui donnent du carburant, etc. Et lorsqu'on n'a pas d'électricité dans les ménages, ça risque de créer d'autres situations qu'on risque de ne pas pouvoir contrôler. Moi, je pense que, justement, aujourd'hui, on doit demander la solidarité des uns et des autres, ce qu'on fait très bien d'ailleurs. Donc, continuer dans cet élan de solidarité et effectivement apporter tout ce qui est nécessaire et le plus rapidement possible à cette communauté, mais surtout à la population guinéenne. Merci beaucoup, Mohamed Ali. Allez-y, Roby. Je voudrais bien qu'on m'explique ici dans ce studio, mon partenaire de gauche, à quoi ça sert la prise de parole d'un président de la République. Dans un état normal, ça rassure. Attends, Mohamed Ali. Je n'entends rien, t'as pas entendu. L'état normal, tu penses qu'on n'est pas dans un état normal? Non, pas du tout. Peut-être que toi, tu n'es pas dans un état normal, mais moi, je me trouve dans un état quand même, et qui est normal. Ce qu'il faut dire, c'est que le discours du président de la République, à un moment donné, vient rassurer les populations, vient montrer un peu l'empathie du premier responsable du pays. Quoi qu'on dise, ça apporte quelque chose. L'adresse à la nation. L'adresse à la nation. Ouais. C'est ça le rôle de l'adresse à la nation d'un président de la République. Pourquoi nous courons-nous tous devant le poste de télé pour s'asseoir quand le président doit prendre la parole? C'est pour écouter ce qu'il va nous dire, c'est pour prendre sa parole et à un moment donné s'orienter et s'arrêter. Permets-moi de continuer. Moi je suis dans un état normal, je parle aux hommes normaux. Pour assurer un peu la population. Roby. Oui, mais ceux qui ne sont pas dans un état normal ne sont pas normaux. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que moi, encore une fois, je dis, et je veux rappeler ici que la prise de parole du président de la République était attendue hier. Bien sûr que ça n'aurait servi à rien. Après, il dit voilà, Madame Miro. Les auditeurs nous écoutent. Voilà, très bien. Voilà. Allez-y. En plus, on vient féliciter la prise de parole des opposants à l'extérieur du pays, leur communiqué et autres, et on vient dire oui, mais la prise de parole du président n'aurait servi à rien. Évidemment que sa prise de parole et peut-être même une prise de risque sur le terrain aurait apporté beaucoup. Mais encore une fois, mais par exemple, qui ne se trouve pas dans ce communiqué. Ça l'a apporté beaucoup, Mohamed Ali. Quoi, par exemple? Mais t'es pas capable de dire ce que ça pouvait apporter de plus. Écoute-moi, ça apporte la sérénité, ça apporte l'assurance au peuple, et ça fait en sorte que nous Mohamed Ali, permets-moi s'il te plaît. Ça apporte encore le fait que nous soyons, nous sachions que le président de la République, il y a eu toute une émotion. Il y a eu toute une émotion quand le président de la République, vous vous souvenez de la guerre en Ukraine, etc., ou l'attaque contre les étrangers en Tunisie. Qui n'a pas été émotif en Guinée lorsqu'on a vu le président de la République aller accueillir les sinistrés du côté de l'aéroport? Qui n'a pas été émotif? On était dans un moment d'émotion. Tout le monde était content de lui. On se sentait patriote. Tout le monde a parlé de la Guinée qui renaissait, etc., de ses cendres. Et voilà, on a vu le président Alpha Condé ici, quand ça s'est passé à Zogota, il a pris son vol, il est parti. On a été les premiers à être critiques dans ce studio. Il y a eu plusieurs événements catastrophiques qui sont survenus dans notre pays sous Alpha Condé. Il n'a pas fait une once de prise de parole et on l'a jeté au pilori à cause de ça, ici, dans ce même studio et dans la clameur publique. Donc, encore une fois, sortons de ces débats de passion. La prise de parole du président de la République devant la télé était essentielle hier. Peut-être pour des questions, encore une fois, de sécurité, parce qu'on ne sait pas d'où venaient les causes de la situation. Généralement, l'ennemi... Est-ce que c'était un appât pour attirer l'homme vers l'extérieur et le sortir de son confort présidentiel? Non, tu vas sortir un petit peu de ces... Je suis dans l'analyse. On n'est pas complotiste ici. Je dis est-ce que je suis dans l'analyse parce que l'ennemi attire toujours la victime hors de son chantier battu et hors de son confort. Merci beaucoup. Alors les gens sont... Merci beaucoup. Allez, Jacques Léoir. Hors de son confort personnel. Encore une fois, s'il avait fait hier, s'il avait fait une prise de parole et s'adressait aux Guinéens hier, sa capitale sympathie aurait augmenté et le peuple serait senti beaucoup plus rassuré. Je ne suis pas en train de dire que nous ne sommes pas rassurés parce que les actions qui ont été prises, encore une fois, sont des actions... Tu ne veux pas dire quelque chose de son contraire? C'est toi, tu es rassuré ce matin ou tu n'es pas rassuré parce que tu es dans un état normal. Je te dis encore une fois, le discours du président n'aurait rien changé ce matin parce que les gens ont été rassurés hier et aujourd'hui les communiqués sont venus nous dire ce qu'il y a à faire et ce qui doit être fait. Donc que le président essaie. Allez, Jacques Léoir, bonjour et bienvenue mon cher
cher Jacques. Allez-y, Jacques. Pardon, on va s'écouter, les gars. Allez-y, Jacques. Allez-y. On va s'écouter. Allez-y, Jacques. S'il te plaît, on va l'écouter. On va l'écouter, mais parce que voilà. Mais vas-y alors. Alors, pour conclure. En 30 secondes, oui. Pour conclure ce que je veux dire. Pour clore, oui. C'est que hier, quand même, cette démonstration de solidarité entre les Guinéens était une bonne chose, certes. Mais encore une fois, il faut que le gouvernement soit prompt sur les mesures à prendre. Projetons-nous vers l'avenir. Aujourd'hui, la situation est telle que si les banques continuent à être fermées, les gens vont continuer à donc finalement tu le rejoins, Mohamed Ali? Non, je le rejoins pas, Lamine, c'est pas le même sujet. Faut pas m'amener sur un terrain où j'ai pas été, comment où il n'a pas été, parce que toi ton rôle, c'est toujours tu sais, toi ton rôle, tu vois mon rôle, eh ben voilà, c'est aussi simple que ça. Allez-y Madame Yoro, voilà, il n'a rien à dire, c'est ça, il est bloqué le petit. Voilà, allez-y Madame. Pas être dans la critique noire et systématique. Des grandes gueules. C'est pas d'être dans la critique noire et systématique. Vous comprenez? Quand votre enfant va passer un examen, ce que vous lui dites le matin en partant, c'est ce qu'il va écrire sur la feuille. Lamine, quand votre... Lamine... Oui, voilà. je vous regarde, madame, pardon. Excusez-moi, madame. Voilà. Allez, excusez-moi, madame. Allez-y, madame. Allez-y. Oui, allez-y. Le contact, oui, c'est vrai. Oui. Non. Allez-y, madame. Allez-y, madame. Je vous écoute. Allez-y, madame. Non, ce que je veux dire. Oui. Quand ton fils va le matin passer un examen, ce que vous lui dites le matin, en le regardant dans les yeux, en lui tenant la main, en le serrant dans vos bras, c'est pas ce qu'il va écrire sur la feuille, mais c'est important. Le message, quand vous lui parlez, le message qu'on véhicule à l'opinion, c'est important. C'est pas parce que c'est ce que on a vu les ministres, on a vu tout le monde mobilisé sur le terrain, en train de faire le travail. On n'avait pas besoin du président sur le terrain, mais nous avons besoin de l'entendre parler. Je pense que c'est important. Merci beaucoup, Moussa Yoroba. Tu as vu, Madame Yoro, cette petite phrase que tu as sortie et qui, tout d'un coup, l'a amené vers toi. On a besoin de ton attention. L'attention crée quoi? La concentration, la prise de parole, à un moment donné, devient aisée. Et Mohamed Ali, attends, tu es hors sujet, tu es hors table, tais-toi, tu parles, on ne t'entend pas. Ce qui, nous, on est en entablé, on parle et on nous écoute. D'accord? Les vrais gens sont écoutés. Donc, cette attention-là, elle en avait besoin. C'est comme ça que le peuple de besoin avait besoin. C'est ce que je viens de faire. Et du discours du président. C'est ce que je viens de faire. Ça a permis la concentration et tout, et les mots sont venus aisément. Merci beaucoup, mon cher Roby. Allez-y, mon cher Jacques Léno. Bonjour, mon cher Jacques, bienvenue. Bon, bonjour Lamine, bonjour à tous. Un petit mot quand même sur ce débat, parce que moi je fais partie de ceux qui avaient sollicité ce discours hier. Hein, c'était vers la fin de l'émission, j'avais dit que ce serait important que le président travaille sur une adresse à la nation du chef de l'État. Ce n'est peut-être pas pour venir changer quoi que ce soit, mais c'est... Voilà, Mohamed Ali a pris une balle perdue. Allez-y. Mais c'est un drame. Donc, c'est important que l'adresse au chef de l'adresse à la nation soit de manière solennelle, comme d'habitude. C'est cela, au fait, c'est la fonction qu'il incarne, qui l'oblige à le faire. Exact. C'est une institution, la présidence. Il intervient en fin d'année, il intervient pendant des moments, c'est pas moi, les grands moments politiques. Et puis, s'il veut aussi aborder une situation qui annonce par exemple un changement que le pays devrait adopter, et pendant les crises, on attend justement que le chef de l'État s'adresse à son peuple. Il peut confier son discours à quelqu'un, mais beaucoup pouvaient le faire, hein, mais vous avez un premier ministre, vous avez tout le monde, mais c'est lui qui a cette fonction-là, et on aimerait en tout cas le voir souvent s'asseoir pour parler, même si c'était pour dire tout simplement je présente mes condoléances, et puis j'ordonne le gouvernement, j'instruis le gouvernement à prendre toutes les mesures pour prendre en charge les blessés et puis mener les enquêtes jusqu'au bout. Ce serait en tout cas suffisant. Maintenant, déjà dans les actions, il faut quand même apprécier qu'il y a des mesures qui ont été annoncées. Évidemment, on attend les résultats de ces mesures, parce que Djiba, dans son intervention, avait terminé sur la crise, comment on allait la gérer, est-ce qu'on va se tourner vers d'autres pays. Les informations qu'on a, c'est que il n'y a pas pour l'instant une crise à l'importation, c'est-à-dire le carburant qui doit arriver. Sauf que
pour l'instant, du côté de Kaloum, on ne peut pas dépoter. Vous avez 2 parties à ce niveau qui ont été impactées. C'est les cuves qui font de la distribution et les installations des rues sales. Au niveau je crois il y a 3 cuves comme ça où les bateaux viennent accoster pour déverser directement, qui n'ont pas été touchés. Mais la situation est telle que maintenant, là, vous ne pouvez rien faire à cet endroit. Il y a donc la chambre des mines qui a été qui veut qui veut prêter main forte, et donc j'ai lu hier le président du conseil d'administration de la chambre des mines qui disait qu'il a déjà contacté les directeurs des différentes sociétés. L'idée, c'est de trouver des dépôts du côté des Kamsar, des dépôts miniers. Oui, les dépôts sont déjà là-bas, mais les dépôts servent les activités minières. Maintenant, l'idée, c'est de mettre la main sur ces dépôts pour que les bateaux qui arrivent, au lieu de venir à Conakry, partent directement à Kamsar, dépoter. Ouais. Et comme ça, les camions pourraient venir à ce niveau pour commencer la distribution. On peut juste dire que ceci ne doit pas prendre du temps. La journée d'aujourd'hui est une journée, je vais dire, fatidique. Parce que la crise, elle est liée. La crise du carburant entraîne forcément d'autres crises. Ouais, forcément. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu bouger aujourd'hui pour aller à l'intérieur du pays, par exemple, qui ont des affaires. Ouais. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu sortir de chez eux pour aller au bureau. Ouais. Les banques, par exemple, sont fermées. Ouais. Donc, les affaires ne bougent pas. Ouais. On est aujourd'hui dans l'obligation de trouver la solution, en tout cas très rapidement, pour que si c'est du côté de Kamsar, de Bokeh, qu'on va trouver, n'est-ce pas, ces dépôts, pour qu'on puisse... et y mettre, et puis évidemment continuer à distribuer, que cela puisse se faire. Ouais. Et déjà la difficulté, on peut l'avoir à tous les niveaux, parce que la construction qui est annoncé du côté de Moribaya et ensuite du côté de Mandiana, c'est que les spécialistes, ils sont clairs là-dessus, ça prend 3 ans. Ouais. Donc, ne rêvons même pas à avoir une... Ça a déjà commencé. Non, ce sont les études. Ouais. Ce sont les études qui sont bouclées. Mais maintenant, la construction, pour qu'on ait un truc bien fait comme c'était du côté de Koranti, c'est pas quelque chose qui va finir en 2024. Donc, il va falloir réfléchir déjà à d'autres solutions. Les activités minières vont être forcément impactées, parce que si on doit se servir de ces dépôts-là pour approvisionner tout le pays en carburant, c'est une question, en tout cas, qui reste posée, et il va falloir trouver des réponses. Maintenant, pour ce qui est des enquêtes, on posait hier la question par où on va commencer. On est allé jusqu'à imaginer que peut-être les caméras de surveillance ont pu voir quelque chose qu'elles pourraient raconter. J'ai lu aussi la communication de la SONAP. C'est comme si déjà on est à l'étape des explications. La SONAP dit en quelque sorte qu'elle est propriétaire du contenu. Ouais. Maintenant, le contenant appartient à la SGP. Une façon de se désengager pour dire on n'est pas responsable de ce qui s'est passé. S'il y a des responsabilités à situer, c'est vraiment au niveau de la SGP, parce que c'est la SGP qui s'occupe de la gestion de ces dépôts-là, qui s'occupe de l'entretien, mais également de la distribution, n'est-ce pas, du carburant. Je crois que c'est quelque chose qui commence déjà en termes d'explication au niveau administratif. Évidemment, les policiers, les enquêtes de police judiciaire vont nous permettre davantage de découvrir des choses pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est réellement passé. Même si le danger a toujours été pensé. Chacun a toujours cru que c'est un danger, que c'est une bombe. Un jour, ça pouvait péter. On l'a que ça n'a pas plusieurs fois ici, évidemment, Jacques Léoa Leno. Notre créneau ici à Espace et la Nation. On revient dans un instant. Radio Espace Guinée. Notre créneau, la Nation. Parce qu'on pense que la Nation doit consentir un effort particulier pour cette centaine de milliers de jeunes qui sortent du système sans qualification. Aux politiques, à force de promettre tout et son contraire, ont créé les conditions de l'échec. Bienvenue sur Radio Espace. Que la joie de cette période remplisse vos cœurs tout au long de l'année à venir. Joyeuse fête de fin d'année. Radio Espace. C'est la Guinée. C'est la Guinée. Radio Espace Guinée.
le plus grand événement de l'éveil et de la transformation. Le Déclic, c'est à Paris, le 20 janvier 2024. Le rendez-vous incontournable pour ceux qui aspirent au succès est là. Le Déclic, une conférence unique conçue pour vous propulser au sommet de votre domaine avec Karamo, le coach et conférencier le plus suivi de la francophonie. Parce qu'il suffit d'un déclic pour changer de vie. Partenaire, commanditaire, associez votre image à cet événement exceptionnel. Plus d'infos, caramocoaching@gmail.com. Les GG. Si les réseaux sociaux s'en donnent à cœur joie à chaque émission, l'émission a servi de tremplin médiatique à tous les niveaux. C'est une photographie de la société guinéenne. Les GG, sur les ondes d'Espace, depuis plus de 15 ans. Nouveau chez Adafo Média. Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un. Nouveau chez Adafo Média. Découvrez dès maintenant la toute nouvelle application mobile tout en un du groupe Adafo Média. En mettant à jour votre application Radio Espace ou en téléchargeant la nouvelle application mobile Adafo Média. Profitez d'un design rafraîchi, d'une navigation améliorée et de fonctionnalités inédites dont le Direct Studio vous permettant d'envoyer vos messages à tout moment. Tous vos shows, podcasts, fréquences, vidéos, infos sont sur la nouvelle application tout en un Adafo Média. Rendez-vous sur l'Apple Store ou sur Google Play. Adafo, toujours en constante innovation. Adafo Média fait peau neuve. Adafo Média fait peau neuve. Téléchargez dès maintenant la nouvelle appli tout en un Adafo Média pour tablette et smartphone. Pour écouter Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Calac TV. Partout dans le monde. Partout dans le monde. À cette occasion, Adafo Média vous offre un très beau cadeau. Le Dream Kit de Samsung avec le nouveau Galaxy S8. Le casque de réalité virtuelle Gear VR. Et la caméra Gear 360. Pour tenter votre chance, il vous suffit de télécharger. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace TV. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. 00224 657 39 13 13. Si vous nous regardez sur Telegram, là aussi, vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche juste là. Et puis, avec plaisir, vous allez avoir la télévision en temps réel dans votre téléphone. La capitale guinéenne, toujours dans la fièvre de l'incendie du 18 décembre. Un sinistre qui a fait 14 morts et plus de 178 blessés. Après donc un premier bilan gouvernemental, dans le cadre donc des mesures primaires, l'État guinéen a institué donc une cellule de crise et promulgué un ensemble de mesures en direction donc des personnes affectées, des mesures qui concernent donc aussi les acteurs locaux de la solidarité mobilisés dès l'aube de ce lundi, dans l'attente donc de conclusion de l'enquête annoncée. De nombreuses causes possibles occupent donc l'espace de l'opinion guinéenne. Il est aussi largement question des mesures à prendre dans le cadre de la santé et de la sécurité des populations riveraines. On essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs. Nos invités pour en parler, Dr Ibrahim Assouri Diakité, spécialiste de la santé et sécurité, je l'espère. Moustapha Boyabogui, ancien chef de dépôt du carburant, et sera en direct ce matin dans la troisième partie de l'émission, mesdames et messieurs. D'autres analyses à faire évidemment avec Tamba Zakari Milimono qui nous a rejoint, mon cher Tamba. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. J'aimerais rapidement rebondir au débat sur l'allocution. Ça m'inspire les cas sociaux, un baptême, un mariage, un décès. C'est évidemment que chaque fois qu'il y a un cas social, celui qui compte le plus pour nous, on aimerait le voir là. On veut voir un ami, on veut le voir présent. Qu'il arrive par exemple dans le cas d'un décès, qu'il nous salue, qu'il reste à côté de nous, qu'il pleure avec nous bien longtemps. Alors il y a ce type de soutien social auquel on assiste lorsqu'il y a des grandes gueules. Mais il y a un autre type. La personne ne peut pas venir et puis elle vous envoie soit un émissaire ou elle vous envoie de l'argent. Elle vous dit, si j'étais là, j'aurais pu faire ceci ou cela. Et puis il y a la troisième catégorie, Lamine, celle qui ne vient pas, qui n'envoie personne et qui n'appelle pas. Il y a cette troisième catégorie de personnes. En fait, ça c'est le profil de notre ancien président. Alpha Condé. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais non, tu peux tout dire d'Alpha, c'est quelqu'un de social. Sincèrement, bah oui, évidemment. Mais non, tu peux pas. Je t'ai pas branché, s'il te plaît. Non, tu vas les brancher. Allez-y, maintenant je vais pas le brancher. Tu finis avec toi, mais non, parce que tu as peur de m'affronter tout seul. Mais c'est ça en fait, mais justement. Mais vas-y. Je t'affronte si tu veux. Voilà. Vas-y. Non, là de ce côté, tu peux mettre ça out. Roby, s'il te plaît, on t'a pas branché, s'il te plaît. Il m'affronte. Je te regarde dans les yeux. Vas-y, on y va. Et je veux m'en faire l'écho. Je ne voulais pas aborder ce sujet maintenant. Voilà, c'est mieux. Parce que sinon, vous allez me dire qu'on n'a pas de temps.
le sujet de sa communication, j'ai lu celle de Cellou Dalein Diallo, j'ai lu celle de Sidya Touré, et puis celle d'Alpha est tombée. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Mais on va revenir dessus. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Revenons d'abord. Je t'attends. Oui. Voilà. On revient déjà à ça. Parce que là, il y a à boire, à manger, à sucer. Justement, je t'attends. Il y a tout dedans. Même à goûter. Maintenant, pour revenir à ce premier aspect, moi, je salue quand même un certain nombre de choses. Évidemment que le président, on aurait aimé cette adresse-là. Alors, mais il ne l'a pas faite, c'est vrai. Mais il y a eu il a été le premier à réagir et à s'adresser aux Guinéens dans le cadre de ce sinistre. On l'a tous lu. Combien de Guinéens ont accès aux réseaux sociaux, mon cher ami? Lamine, ça c'est un autre débat en fait. Oui, mais voilà, c'est un autre débat. On va venir à cela. Première chose, il est le premier à le faire. Deuxième chose, le Premier ministre est venu. Le Premier ministre, c'est quand même la première autorité du gouvernement. Il est venu. Au-delà de lui, les ministres en charge de ces questions-là étaient tous présents. On a vu le ministre Bachir, on a vu la ministre de l'Action sociale, elle était présente. Et puis, et puis, on a eu aussi la ministre, comment on appelle le chef d'état-major général des armées, on a eu la porte-parole. Donc, et puis Mori Condé, le grand ministre du territoire, de l'intérieur et de tout. On n'a pas vu Guillaume. Il était là. Guillaume a même pris deux communiqués, le premier et le dernier, qui envoie les gens en congé. Donc, Lamine, il y a eu tout ça, sans parler des entités qu'il y avait autour, mais l'État s'est mobilisé pour une fois. Et moi, en fait, quand je suis en face d'une telle situation, je mets en face de moi ce qu'on a connu et ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est de loin meilleur. De loin meilleur ce que nous avons aujourd'hui. Cette réponse-là, rapidement un comité, une cellule de crise a été mise en place. Il y a eu des canaux par lesquels désormais on peut... Et puis, il y a quand même un certain nombre de choses. On sent que même s'ils nous ont coupé canal, on sent qu'ils nous écoutent quand même. Clandestinement. Nos préoccupations. Sur YouTube, vous partez dans les bureaux en ce moment, tout le monde nous recule sur YouTube. Il n'y a pas de travail, donc voilà, vous partez sur notre application. La cellule de crise a mis du temps. Surtout à l'ARPT. Mais on aurait dû l'avoir très vite. Et on l'a dit à ce petit matin d'hier. Première chose, les risques qu'il y avait que certains Guinéens, c'est-à-dire qu'ils s'improvisent victimes de cet incendie-là, on l'a dit. Et ils sont revenus sur ce risque-là. La question de la gestion des fonds et des biens qui sont mobilisés en faveur des... Là aussi, il y a cette alerte, ces éléments-là. Et puis la communication de crise qui va être mise en route. Lamine, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Moi, j'ai quand même un regard dessus. On pourra y revenir tout à l'heure. On est d'accord. En parlant de cette communication de crise, Lamine, on a un contact, des contacts, mail et une ligne directe, facile à utiliser. Et puis, il y a quand même eu 2 communications de cette cellule-là. 2 communications en une journée. Je vous dis tout de suite, je pense que ce n'est pas suffisant. Il y a une règle, un triptyque en matière de communication de crise sur les risques, c'est be first, be right, be credible. Be first, soit le premier à donner l'information pour occuper l'espace, pour éviter qu'il y ait des rumeurs. Des spéculations. Et puis, quand on te dit d'être right, c'est fais en sorte que ce soit, pas que ça, c'est la justesse. La justesse dans le propos que vous avancez. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soit bien dit. Éviter, par exemple, d'être condescendant, d'être paternaliste, orienter les gens. Au lieu d'orienter les gens, la règle, c'est aider les gens à prendre en compte la situation et à décider par eux-mêmes. Ne leur dites pas, faites ceci, donnez-leur plutôt les instruments pour changer de comportement, pour adopter de nouveaux comportements. Et puis, soyez crédibles, ne mentez pas. Il ne faut surtout pas mentir. Et c'est là qu'il y a un risque, par exemple, sur les bilans. Dès que le Guinéen va découvrir sur cette crise que l'État s'est permis de cacher un certain nombre d'informations, attention, la panique que l'on craignait
le manque de confiance que l'on craignait va reprendre le dessus. Ouais. Et Lamine, la seule préoccupation que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à cette règle qui veut que en période de crise, surtout à l'ouverture de la crise, l'information soit intense, qu'il y ait au moins 4 communications par jour. Au moins, sur les aspects. Malheureusement, on en a circonscrit à 2 communications et on fait quelque chose qui n'est pas conseillé. C'est un message pour une communication. Sauf que j'ai lu le dernier communiqué. Vous allez y trouver carrément au moins 5 messages qui passent dans la même communication, alors qu'on aurait pu les sectionner, les séquencer en fonction de l'urgence pour permettre les choses, permettre aux choses d'avancer. Ceci dit, Lamine, je salue la mobilisation qu'il y a autour. Les Guinéens qui se sont mobilisés depuis le début. Le jeune Mori est autour de près de 300 millions de francs guinéens ce matin à 24 heures de cette cagnotte qui a été lancée avec biais facile. C'est justement l'occasion aussi d'appeler d'autres acteurs à apporter leur contribution. Il y a plusieurs canaux, on peut payer via Visa, je crois que Orange Money aussi. Et donc, c'est le lieu d'encourager cet élan-là. Patricia Lama, Mimiche... Quoique, il y a des couacs quand même. Hier, on rappelait ici qu'il y a des faux sinistrés qui s'invitaient à la mosquée Faisal. Le Guinéen, c'est juste incroyable. Et je termine avec ça. C'est notre débat. Je termine avec ça, Lamine. Et le risque qu'il y a... même des camions qui prennent des directions inconnues. Parce qu'on a été interpellé hier par certains activistes. C'est le risque qu'il y a. Les 3 camions militaires à bord desquels on a mis des denrées, des vivres, et qui ont pris une direction qui n'était pas allée au palais. Mais c'est ça ce qui se passe là. Incroyable. C'est ça ce qui se passe. La question de la coordination. La mobilisation s'est levée comme ça. Mais si on avait une bonne coordination autour, ça allait être... On aurait pu mieux le faire parce qu'il faut déjà identifier les vraies victimes. C'est ça, exact. Ça, c'est une première chose. Sans compter que le Guinéen est capable... Language a mis du temps. C'est dans la soirée. Elle s'est installée du côté du palais. Sinon, si cela avait été fait... Coordonné, Tamba l'a dit. Mais coordonné, si vous voulez, l'incendie, c'est aux environs de minuit. Oui, mais déjà du côté du pont 8 novembre. Mais c'est ce que j'ai dit justement. Les Guinéens ont avec cette coordination installée au palais de coordination. À 5h ou 6h plus tard. Voilà, et je termine avec ça, Lamine. Ça, je ne pensais pas qu'on aurait été capable de faire ça avec les images de cas de mort que nous avons. C'est-à-dire, on peut faire de la surfacture sur le carburant quand c'est une rupture au niveau du dépôt. Ça, je peux comprendre. Mais quand il y a des cadavres alignés comme ça, calcinés comme ça, comme on est en train de voir, je ne sais pas, ça, c'est pas bon. En tant que peuple, il faut avoir peur du Guinéen désormais. Pour être capable de majorer des choses pendant que d'autres sont morts. Je ne sais pas. Et il y a un bel exemple autour de nous. Les jeunes qui se mobilisent, les Guinéens qui se mobilisent pour aider. Pendant ce temps, il y a des gens qui viennent voler et qui viennent mettre 10 000, 20 000. On nous a parlé à Dubreka de 75 000 francs le litre de carburant. 75 000 francs. Voilà. Ça, c'est pas bon pour l'âme de la Guinée, en fait. Notre âme nationale, ça fait peur. Oui, ça fait très peur. On revient là avec d'autres points, évidemment, à développer avec toute l'équipe, mesdames et messieurs. Nous sommes en 2023 et vous êtes au pays de Doum. La Guinée est sous le choc après l'explosion d'un dépôt d'hydrocarbures en plein cœur de la capitale guinéenne Conakry. On essaie de comprendre ce matin. Voilà, en parlant évidemment de cette actualité, la capitale guinéenne toujours donc dans la fièvre de l'incendie du 18 décembre. Un sinistre qui a fait plus de 14 morts, il faut le rappeler, et 178 blessés. D'après donc un premier bilan gouvernemental. Dans le cadre donc des mesures primaires, l'État guinéen, évidemment, on essaie de comprendre ce matin, l'État guinéen a institué donc une cellule de crise et promulgué un ensemble de mesures en direction des personnes affectées, des mesures qui concernent aussi les acteurs locaux, de la solidarité mobilisée dès l'aube de ce lundi. Dans l'attente des conclusions donc de l'enquête annoncée, de nombreuses clauses possibles occupent l'espace de l'opinion guinéenne
il est aussi largement question des mesures à prendre dans le cadre de la santé et de la sécurité des populations riveraines. Nos invités ce matin vont nous aider à comprendre, mesdames et messieurs. Nous allons écouter, oui, monsieur Moustapha Beyabogui. Il est ancien chef de dépôt de carburant du côté de Guinée. Donc, il va intervenir ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mon cher Roby, on continue le débat évidemment avec cette analyse. On disait tout à l'heure, on est baba, juste à savoir que des gens pouvaient profiter de ce malheur pour essayer de faire ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve ça aberrant, quoi. Sincèrement, j'ai pas de mots, mon cher ami. Alors, non, mais non, ça ne m'étonne pas. Ouais. Ça ne m'étonne plus du Guinéen. Quand je dis le Guinéen, je ne généralise pas. Ouais. Je parle de ces gens-là qui ont revêtu l'habit de la nationalité guinéenne, mais qui, dans leurs agissements et dans leur cœur, ne le sont pas. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas être un Guinéen et voir des choses pareilles et agir tel. En tout cas, jusqu'à hier matin, le communiqué du gouvernement était clair et explicite. Les stations du Grand Conakry devraient être fermées. Ouais. Non, mais j'en viens. Ouais. Le communiqué était clair, je dis bien jusqu'à hier matin. Et on l'a relayé suffisamment ici sur les antennes. Et on pensait que ça allait s'arrêter là. Et bien évidemment, le communiqué, cette mesure était prise pour éviter la spéculation sur le marché. Malheureusement, ça s'est étendu plus gravement à l'intérieur du pays. Au moins, si les Guinéens étaient civiques, ça n'aurait pas été élargi à l'intérieur du pays. Parce que j'ai commencé mes propos par cela, Madame Hiro. Tu n'étais pas là. J'ai commencé mes propos par dire que les Guinéens, mais je ne généralise pas. Ouais. Et que je parlais de ces Guinéens qui ont revêtu le costume de la nationalité, mais qui ne le sont pas. Ouais. Et dans l'âme et dans leur agissement. Le diable s'habille en Prada. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, le diable s'habille en Prada. Mais j'arrive pas à comprendre comment est-ce possible. Je pense que ces gens-là, il faut les identifier. Parce que ce matin, malgré tout ça, Madame Hiro, on apprend même il faut mettre un numéro vert. Il faut que la gendarmerie communique. Ouais. Il y a un numéro vert, il y a un numéro vert que le gouvernement a lancé. Voilà. Le numéro vert, est-ce que le numéro vert sert à dénoncer? Est-ce que ça sert à dénoncer les agissements? Voilà, ça c'est alerter, etc. Il n'y a pas un numéro spécifique. Les grandes gueules. Ça servirait à dénoncer les gens qui ont des pratiques telles. Parce que ici, à Conakry, c'est à foison. C'est à foison. Et chaque citoyen devrait dénoncer ce genre d'agissement. On est en situation difficile. Vous avez des gens qui ont perdu la vie. L'État prend des dispositions. Vous vous permettez en un laps de temps de vendre un litre de carburant à 75, 100 000. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que ces gens-là doivent être arrêtés, jugés et condamnés. Parce que c'est comme ça qu'on bafoue les décisions. C'est-à-dire que moi j'ai rencontré un vrai Guinéen hier, un monsieur qui a vu une dame. On s'est arrêté, on était curieux de voir ce qu'il faisait. Parce qu'ils étaient en pleine transvasion d'un peu de carburant de sa voiture à la voiture de la dame, parce que la dame n'avait plus suffisamment de carburant dans sa voiture, et elle rentrait, elle avait des enfants dans la voiture, etc. Et on est venu rencontrer ce monsieur. Ce monsieur s'est arrêté. Pour un premier temps, il a cru que la dame était en panne. Oui. Il a demandé à la dame, mais madame, qu'est-ce que vous faites là? Et la dame lui a dit que sa voiture s'était éteinte parce qu'elle ne pouvait plus aller plus loin. Et il a demandé à son chauffeur s'il y avait suffisamment de carburant dans la voiture pour entrer à la maison et si il pouvait au moins partager un peu avec cette dame. Ça a été le cas. Voilà de l'humanisme. Voilà ce qui devrait nous habiter en pareille circonstance. Mais non, mais il y a des Guinéens qui, eux, ont joué au petit malin et qui vendaient le carburant, le litre, à presque 100 000 le litre de carburant. À des nécessiteux. C'est-à-dire à des vrais nécessiteux. Et moi, je trouve que ces gens-là n'ont pas d'armes dans leur cœur et les dénoncer aux autorités pour que des mesures soient prises, bien sûr, d'accord, mais est-ce qu'on devrait en arriver là, Madame Hiro? On ne devrait pas en arriver là. On ne devrait pas en arriver là. Voilà. Mais pour le nouveau Guinéen, il faudrait que les Guinéens comprennent qu'on ne peut pas s'enrichir sur le dos du malheur, sur le dos des corps, parce que c'est des gens qui ont perdu la vie. Il y a eu un drame. Quand l'État prend des décisions par rapport à cela, vous ne pouvez pas vous permettre de vous enrichir. Cet argent-là, il ne vous servira à rien.
Parce que c'est un bien mal acquis. Vous allez avoir cet argent, vous allez le bouffer sans savoir comment vous l'avez. Comment il est parti. Oui, mais si même. C'est mal. C'est quelque chose qui est acquis dans le mal. Si même à des moments pieux comme le Ramadan et les mois de jeûne, on est capable de faire les flambées de prix, je ne vois pas ce qui m'étonnerait chez le Guinéen. Ça, c'est notre débat. Mais comment on peut demander à OCS? C'est la même chose. Non, mais attendez, on n'est pas sur la même longueur d'onde là. C'est ce que je dis justement. Je comprends très bien que c'est les mêmes, mais je ne vais pas comprendre qu'on demande à l'OCS et d'autres profitent pour détourner ces camions, vivre, mais c'est quand même à dormir debout, mon cher ami. C'est de ça je parle justement. Pour le carburant, ça c'est, je veux dire, c'est habituel, hein, ce n'est pas du tout, je veux dire, un fait nouveau, mon cher ami. Si on est capable de faire ça, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire finalement? Justement, voilà. Donc rien ne t'étonne, toi. Voilà, moi je suis. Mais même pour le carburant, je suis aguerri à tout ça. Ce cas-ci est nouveau. Pour le cas des camions là, c'est ça. Ce qui s'est passé, vous avez dû l'observer, il y avait des camions militaires hier au palais. Bien. Madame Yoro, je vais venir envers vous parce qu'on est en train de régler des trucs derrière vous. De l'autre côté, allez-y. Voilà. Alors, sur ce cas-ci, effectivement, c'est nouveau, la mine. Habituellement, je le disais, c'est quand il y a des ruptures, c'est une situation normale. Mais cette fois, c'est vraiment, il y a un grave sinistre où on vous parle d'un peu plus d'une dizaine de morts, avec plus d'une centaine de près d'une 200 de blessés. Les images sont plusieurs déplacés effectivement. Ouais. Vous ne pouvez pas faire ça. Bon, après, on ne leur donnera pas de meilleure motivation à partir de ce studio. C'est des gens qui sont partis à la mosquée, c'est des gens qui sont partis à l'église. Ils ont entendu des prêtres, ils ont entendu des imams, ils ont entendu des pasteurs. S'ils se permettent d'agir de la sorte, je pense qu'il appartient à l'État, dans un cadre coordonné, encore une fois, de superviser tout ça, de recueillir les alertes et de réagir très vite. Parce que je me souviens, je crois que Jacques, tu peux te souvenir de cela, à la guerre à Guékédou, en l'an 2000, les Guinéens se sont mobilisés, y compris avec l'État. Ils ont mobilisé beaucoup de vivres, des pagnes, des habits. La mine, c'était un cortège de camions, ce qu'on appelle DAF, de grands camions, long cortège. On a filmé à la RTG. Ça arrive, ça va venir à Guékédou. La mine, moi j'étais encore tout jeune, hein, mais mes parents ont bien suivi ça. Parce qu'il faut quand même dire que mon père, par exemple, était le premier responsable de toute l'église protestante de la préfecture de Guékédou. Et c'était avec eux que ça s'organisait. Les véhicules arrivent, les camions arrivent. Là encore, on fait la remise officielle. La réception. On fait la réception officielle des camions. Quelques mois plus tard, j'apprends que, en fait, pour la plupart, c'était vide. Il n'y avait rien dedans. Incroyable. Donc, avant d'arriver à Guékédou, c'était déjà vidé. Est-ce que c'est même parti? Ah, mais d'accord, ok. Je comprends. C'est là la question qu'on pose. Ceux qui m'écoutent, qui ont vécu ça, des aînés, peuvent bien témoigner de cette situation-là. Ça ne date pas de maintenant. Et je vous assure, c'était des cas de mort. Guékédou, c'était des cas de mort par dizaines. C'était des boutiques incendiées, des maisons et des vies décimées. Bah oui. Bien. Mais que l'on se permette à ce moment-là de faire ça, on continue la même chose, il faut en convenir. Nous avons une bonne dose d'humanité, mais aussi une bonne dose de mauvaise foi et de méchanceté. Bien. Et il appartient à l'État de pouvoir circonscrire tout ça. Ça reste effectivement un des aspects à relever dans ce cas de figure. Bien. Et puis, oui, certainement, on reviendra à ces discours. Évidemment, on reviendra d'ici la fin de l'émission. En effet. En même temps, tu donnes vraiment l'occasion, mon cher Tamba, parce qu'on en profite pour prendre les cours en direct, évidemment, sur nos antennes. Allez, nous allons partir dans un instant, appeler Moustapha Béavogui. Moustapha Béavogui, donc, est ancien chef de dépôt de carburant, ici même à Conakry. Il va nous donner quelques explications, parce qu'il a quand même géré, évidemment, 5 ans, le dépôt, mon cher Jacques. Vous l'avez eu au téléphone d'ailleurs ce matin. Oui. On essaie de comprendre,
évidemment, parce que beaucoup de spéculations, quand Tamba évoquait tout à l'heure cet article hein, sur Guinée Matin, pardon, des habitants de Kaloum qui disent avoir vu quelque chose avant, voilà, des projectiles. Évidemment, Moustapha a géré le dépôt d'abord en tant que chef adjoint du dépôt, ensuite chef du dépôt de 2014 à 2019. Donc il connaît bien ce qui se passe là-bas. Les grandes gueules. C'est des dispositifs qui sont mis en place pour éviter par exemple ce type de drame. Et si on devrait enregistrer un cas d'incendie, probablement ce serait de quelle provenance. Justement. On pouvait, n'est-ce pas, identifier la source. Voilà. Et nous avons en direct, mon cher Diba Milimono, Moustapha Béavogui, ancien chef de dépôt donc, de carburant. Il est en direct ce matin chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Béavogui, bonjour. Allez, est-ce qu'il est là? Allez-y. Oui, monsieur Béavogui, bonjour. Oui, allez. Oui, voilà, merci de nous rejoindre dans cette émission. Et d'abord, toutes nos condoléances, puisque vous avez travaillé à la Société guinéenne de pétrole. Et on a vu ce qui s'est passé d'avant-hier à maintenant, avec des dégâts, des cas de mort. C'est un dépôt qui est très vieux quand même, parce qu'il faut rappeler, depuis 90, il a été mis en place. D'abord, comment vous réagissez à cet incendie-là en tant qu'une personne qui a travaillé au sein de cette entité? Dans quel état d'esprit vous trouvez ce matin? Et l'œil d'un expert, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement par rapport à l'origine de tout ce qui arrive? Déjà, je tiens à dire bonjour à l'ensemble de l'équipe au niveau de l'espace, qui ne ménage aucun effort depuis le sinistre. Et je tiens à dire bonjour aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Et avant tout propos, je tiens à présenter mes sincères condoléances à la population guinéenne, aux différentes familles endeuillées, familles biologiques, aux différents collaborateurs. Et vraiment, j'avoue que jusque-là, je ne m'en reviens pas de ce qui est arrivé. Voir un dépôt d'hydrocarbures, un dépôt... Allô? Vous êtes à l'antenne, allez-y. Allez-y, vous êtes à l'antenne. Donc, vous ne pouvez pas imaginer mon état en ce moment. Un dépôt dans lequel on a travaillé, on a côtoyé des gens et parti en braise. Et mon état d'âme aujourd'hui ne s'explique pas. Et donc là, je m'incline devant la dépouille de tous mes anciens collaborateurs qui sont tombés lors de ce sinistre-là. Ces vaillants travailleurs-là, je m'incline devant l'un de moi. Nous disons Yapo aux différents blessés, aux différents sinistrés. Et vraiment, je suis meurtri à plus de temps. Et donc là, c'était déjà en introduction, avec que je présente le Yapo, avec que je fasse les formalités d'usage pour exprimer mon désarroi, pour exprimer toute la peine que j'ai aujourd'hui face à cette situation qui vraiment endeuille toute la Guinée. Voilà. Bien. Alors, je vais poser la question de savoir, vous avez travaillé à cet endroit, c'est un endroit stratégique. Côté sécurité, nous savons que toutes les dispositions doivent être prises pour éviter, par exemple, qu'il y ait, ne serait-ce qu'il y ait de l'étincelle, de sorte qu'il y ait, comme on appelle ce drame qu'on a vécu. Quelles dispositions sécuritaires on peut avoir à cet endroit? Comment, à votre avis, ce qui est arrivé, comment expliquer ce qui s'est passé? Quelle est peut-être l'alerte a-t-elle baissé? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous, quand vous y étiez, comment la sécurité est assurée autour de l'endroit? Alors, je vous remercie. Je crois qu'on va aller étape par étape parce que là, vous posez plusieurs questions et en même temps, on va aller de façon bien organisée afin d'édifier les différents auditeurs. Voilà, parce que vous avez posé plusieurs questions en même temps. Alors, donc déjà, il faut dire dans un premier temps que la SGP est le plus vieux dépôt, la Société guinéenne de pétrole est le plus vieux dépôt de la République de Guinée. Et c'est un dépôt vraiment stratégique qui se trouve dans une zone très sensible. Et un dépôt d'hydrocarbures, c'est un établissement qui est classé. Et qui dit établissement classé, dit établissement qui ne se gère pas n'importe comment. C'est un établissement qui est d'une sensibilité dont vous ne pouvez même pas imaginer.
Et donc déjà, cette position déjà géographique de détention de dépôt, je le mets au passé parce que le dépôt il est allé ensemble. On ne parlera plus de dépôt EGP, donc je le mets au passé. Donc cette position stratégique, sensible, qu'occupait ce dépôt-là, j'avoue que sur le plan sécuritaire, sur le plan environnemental, il n'était pas safe. Il n'était vraiment pas safe pour les riverains. Il était bien, quand je dis riverains, je parle des habitants, je parle de ceux qui vaquent au quotidien à Kalou, dans l'exercice de leurs fonctions. Donc ce dépôt, c'était un dépôt qui était vraiment stratégique, placé dans une zone très névralgique et établissement classé, établissement qui se gère avec des mesures de sécurité vraiment high level. Voilà. Donc déjà, c'est ce que je voulais souligner. Avant qu'on ne rentre dans l'analyse des causes. C'est de façon hypothétique, Donc lorsque nous allons aborder le côté analyse, c'est de façon hypothétique. Je ne dis pas que ce que je vais annoncer maintenant là, c'est à 100% ce qui s'est fait. C'est de façon hypothétique. En tant qu'ancien chef de dépôt, parce que ce dépôt, je l'ai piloté d'abord en tant qu'assistant chef de dépôt en 2014. Donc 2014, j'ai regagné ce dépôt du Yokabu après avoir, comment on appelle ça, exercé dans d'autres boisons. Alors, M. Béavogui, on va aller droit au but. Dites-nous ce qui arrive là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment expliquer un peu ce qui arrive? Comment ça peut arriver? Voilà. Est-ce que comment expliquer un peu ce qui arrive? Il a dit quelque chose. Il dit ça doit être avec des mesures sécuritaires. Voilà. Quelles mesures aujourd'hui? Donc, il y avait disons, quoi là-bas? c'était quoi la réalité au plan sécuritaire sur place et au moins jusqu'à ce qu'il quitte. Au moins jusqu'à ce que vous quittiez. Bon, je vais déjà vous demander si on parle une personne, pas tout le monde à la fois. On va parler, il faut que le débat soit organisé. D'accord. Monsieur Moustapha, on voudrait savoir quelle explication. Vous ne pouvez pas poser des questions et répondre. Laissez-moi répondre à vos questions, s'il vous plaît. Voilà. Alors, donc, vous avez demandé à savoir qu'est-ce qui a pu poser, qu'est-ce qui a été à l'origine de ce sinistre-là. Allez, déjà, dans un premier temps, quand je regarde, quand on analyse les faits, quand on analyse les phénomènes qui sont produits, le départ de feu qui a conduit, comment on appelle ça, à cette catastrophe-là, nous avons pu comprendre à travers les explications des uns des autres que ça a commencé par une explosion. Et déjà, une explosion dans un dépôt d'hydrocarbures, c'est quelque chose déjà qui n'est pas normal. Parce que dans un dépôt d'hydrocarbures, bien entendu, c'est des hydrocarbures qu'on y stocke. Donc, c'est des produits inflammables qu'on y stocke. Et donc, dans un hydrocarbure, le premier risque qui est palpable, qui est possible, qui peut arriver à coup sûr, c'est le départ de feu. Mais une explosion dans un dépôt d'hydrocarbures, là, il y a problème. Parce que quand on parle d'explosion, l'explosion, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver dans un dépôt d'hydrocarbures. Mais l'explosion... Voilà, et Béavogui, que nous avons en direct, je pense qu'on l'a perdu. Hein, voilà, on va essayer. Allez-y, allez-y, messieurs. Allez-y. Suivez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. Vous êtes avec moi là, vous me suivez la ligne. Eh bien, vous êtes là, vous êtes en direct. Allez-y, monsieur Béavogui. Voilà, donc, selon les interventions des uns des autres, des personnes qu'on a interviewées sur place qui étaient sur les lieux, ils nous ont dit qu'ils ont entendu une détonation. Une détonation et une déflagration. Et une déflagration est synonyme d'une explosion. Une explosion dans un bac d'hydrocarbures, c'est un phénomène de boil over. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on entend par boil over? Le phénomène de boil over est un phénomène qui se produit dans un bac d'hydrocarbures qui a pu un bac d'hydrocarbures en feu. Mais comment est-ce que ce phénomène-là se produit jusqu'à ce qu'on ait une explosion? Je vous explique techniquement. Donc, le phénomène de boil-over n'est autre qu'une explosion qui survient lorsque il y a feu dans un bac d'hydrocarbures, le bac s'embrase, le bac est enflammé et le bac est en train de réchauffer. Et pour ceux qui sont des chimistes, ils sont censés comprendre que la densité de l'eau étant plus lourde que celle du pétrole, pas forcément s'il y a de l'eau, s'il y a bien entendu de l'eau dans un bac,
va forcément, l'eau va se retrouver au fond du bac. Et donc, lorsque un bac est embrasé, qu'est-ce qui se produit? C'est le réchauffement. Et pendant que le bac se réchauffe, c'est le même naturel que nous, maman, on a dit de faire. Donc, vous mettez une casserole, vous mettez de l'eau et que vous la mettez sur le feu, automatiquement, il y aura un phénomène d'ébullition suivi de vaporisation. Et le bac étant un espace qui est confiné, le feu, le bac s'est embrasé. Il est en train de réchauffer. L'eau qui est l'eau résiduelle qui se trouve posée au fond du bac va se mettre à vaporiser. Et il va vaporiser et créer, comment on appelle ça, une explosion. Et c'est ce qui a fait que vous avez vu les grandes flammes qui étaient qui se propageaient à des dizaines de mètres. Ce phénomène-là n'est autre qu'un phénomène de boyau. Alors, on va tout de suite se poser des questions. Comment est-ce qu'un bac qui est censé, un bac d'hydrocarbures, qui est censé contenir des hydrocarbures, comment est-ce qu'on y trouve de l'eau? Ça, c'est une question à laquelle chacun doit s'interroger. Alors, est-ce qu'on va dire que ce n'est pas possible de façon naturelle qu'un tel phénomène puisse se produire? Comme je suis en train de l'expliquer, un départ de feu dans un dépôt d'hydrocarbures, c'est un phénomène qui peut se produire. Mais lorsque un dépôt est bien structuré, lorsque un dépôt est bien géré, lorsque tous les mécanismes de défense contre l'incendie sont mis en place, lorsque vraiment le dépôt fonctionne, pas en mode dégradé, mais en mode normal, on a des départs de feu, mais pas des explosions. Et donc, c'est sur cette explosion que je voudrais m'appesantir et pour donner des explications sur le fait que c'est anormal. C'est anormal, c'est pas normal que dans un dépôt d'hydrocarbures, il y ait de l'eau dans les bacs jusqu'à ce qu'on ait un phénomène de boil-over qui a pu créer cette explosion. Et vous avez vu l'explosion, les dégâts que l'explosion ont créé. Toutes les baies vitrées au niveau de la cité ont été soufflées. Au niveau, presque tout Kaloum, toutes les baies vitrées ont été soufflées. Parce que lors de la dégradation, un bac qui contient environ, parce que le dépôt, quand vous prenez la capacité du dépôt, lorsque je quittais, je ne sais pas à date quelle était la capacité du dépôt, mais lorsque je quittais, on était à 25 millions de litres. Quand je dis 25 millions de litres, vous imaginez ce que c'est? Dans le Kaloum, 25 millions de carburant, vous imaginez ce que c'est? Et tout ceci là dans un bac, des bacs qui contiennent de l'eau et du carburant, phénomène de boil-over, c'est le résultat qui est là et c'est vraiment triste. Oui. Alors le Bornova que vous avez expliqué, je suppose que c'est un processus, mais l'explosion qu'on a entendue à Kaloum cette nuit-là, vous avez parlé des répercussions dans les parages, des plafonds qui se sont effondrés, des bâtiments. De façon, le Bornova, il s'observe certainement, c'est un processus. Est-ce que c'est possible que ça se fasse sans que les gens ne se rendent au courant qu'une telle explosion arrive? Ou bien est-ce qu'on peut mettre en cause peut-être un effet extérieur? Comment vous pouvez expliquer cela? Parce que le processus que vous avez expliqué, ça se passe à l'interne. Est-ce que ça peut être dû à une négligence? Est-ce que ça peut avoir une telle intensité sur les répercussions, sur ce qu'on a vu, les dégâts causés dans les parages, les pertes en vies humaines et les cas de blessés? Alors, donc, déjà, je vais vous expliquer le phénomène du feu. Comment est-ce que le feu survit? À travers cette explication, je répondrai à votre question. Alors, déjà, il faut comprendre que pour qu'il y ait le feu, que ce soit chez nous, à la maison, que ce soit partout ailleurs, pour qu'il y ait le feu, il faut trois conditions. Il faut trois conditions obligatoires pour qu'il y ait le feu. Et ces conditions-là, c'est lesquelles? Pour qu'il y ait le feu, il faut qu'il y ait un combustible, il faut qu'il y ait un comburant, et il faut qu'il y ait de l'énergie d'activation. Lorsque ces trois éléments-là réunis, on a le feu. Alors, par combustible, je prends un exemple. Le combustible, c'est quoi? C'est le carburant. Le comburant, c'est quoi? C'est l'oxygène de l'air qui est dans l'air ambiant. Et l'énergie d'activation, c'est quoi? L'énergie d'activation, ça peut être une étincelle, ça peut être un champ magnétique, ça peut être l'éclair. Et donc, lorsque toutes ces trois conditions-là sont réunies, on a le feu.
Alors, donc, nous sommes partis d'un phénomène. Nous avons dit qu'il y a eu une explosion. Une explosion qui est survenue au niveau du dépôt, qui a conduit comment on appelle ça, au soufflage des vis, qui a endeuillé, qui a blessé, qui a créé assez de sinistres. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu une explosion? C'est à ça que nous sommes en train de, sur cet élément que nous sommes en train de débattre. Et donc, il y a ces trois conditions-là. Si l'un des éléments que j'ai cités par rapport au triangle de feu, si l'un des éléments que j'ai cités était absent dans ce bac, qu'il y ait 1 million de litres, qu'il y ait 2 millions de litres dans un bac contenant de l'hydrocarbures, il n'y aura jamais de feu. Et donc, le fait que dans le bac, il y avait de l'eau, il y avait de l'hydrocarbures, déjà ça, ce n'est pas normal. Mais si ce bac-là était exempt d'eau, je pense qu'il y aurait eu moins de dégâts. Il y aurait eu moins de dégâts, ça allait être un départ de feu. Le départ de feu qui allait être circoncis de façon plus atténuée que ce que nous avons fait. Bien. Donc, en clair, alors, il y a pour nous aider à comprendre, les questions qu'on vous posait tout à l'heure se ramènent donc à celle-ci. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait explosion de cette façon-là sans que le système d'alerte, parce que j'imagine qu'il y en a, et c'est d'ailleurs une question qu'on vous pose ce matin, en pareille circonstance, dans de telles installations, quel est le système de sécurité qui existe? Quel est le système d'alerte qui existe pour prévenir d'éventuelles explosions? Et en terminant, est-ce que votre thèse consiste à dire, bien entendu, on est dans des hypothèses, vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas là sur le terrain pour faire de l'analyse, mais la question que je vous pose, c'est que, est-ce que votre thèse consiste à dire que cet incendie est d'origine humaine et peut-être d'origine criminelle? Alors, comme je l'ai dit, tout ce que je suis en train d'avancer dans mes propos, je le dis, c'est de façon hypothétique. Alors, donc, l'incident qui est survenu le dimanche au dépôt d'hydrocarbures peut être mis sous le compte de la négligence, peut être mis sous le compte de l'incompétence, peut être mis sous le compte du sabotage. Voilà, donc une analyse de la situation doit être faite. Parce qu'en pareille situation, dès qu'un sinistre de ce genre-là se reproduit, automatiquement, il y a une cellule de crise qui est mise en place. Et cette cellule de crise qui est mise en place doit rapidement commencer les investigations pour pouvoir mettre à nu les causes racines de ce crime. Donc, comme je l'ai dit, ça peut être de la négligence. Quand tu parles de négligence, ça peut être un problème organisationnel. Est-ce que les programmes d'exploitation du dépôt, est-ce que ça avait été? Parce que, d'après les informations que j'ai reçues, le dépôt était en plein dépotage. Ce qui veut dire c'est quoi? Ce qui veut dire qu'il y avait un bateau qui était à quai, qui était en train de faire le ravitaillement du dépôt. Donc, ça sous-entend que on était dans une phase opérationnelle qui était très critique. Donc, est-ce que le programme par rapport à ce déchargement, est-ce qu'il y avait une organisation bien ficelée? Est-ce qu'il y avait une réunion bien ficelée? Parce que pour avoir été chef de dépôt, un navire, on ne reçoit pas un navire à la hâte. Un navire, lorsqu'on va recevoir un navire d'hydrocarbures, c'est toute une équipe, c'est toute une équipe qu'on met en place. Et donc, est-ce que toutes les dispositions avaient été prises à ce sujet? Ça, c'est la première réflexion. Côté incompétent. Il y a une question à laquelle je ne réponds pas. Oui, allez-y. Oui. Oui, Monsieur Béavogui, moi c'est l'après qui m'intéresse maintenant, parce qu'on sait que avant. Monsieur, l'alerte. Est-ce qu'il y a un système d'alerte? Voilà. Quand il y a quelque chose, parce que quand le feu couvre à des endroits comme ça, nous le suivons, nous regardons. Est-ce qu'il y a une sorte d'alerte qui déclenche, par exemple, des alarmes pour dire que, attention, il peut y avoir le feu quelque part, pendant que vous y étiez? Est-ce que cela existait? Lorsque nous existait, le dépôt de Conakry était un ancien dépôt. Ce n'était pas un dépôt automatique. Pour un dépôt automatique, nous avons des détecteurs déjà dessinés. Donc, lorsque déjà il y a l'activé, automatiquement, les détecteurs vont s'enclencher et vous allez voir que les sirènes vont sonner. Et lorsque j'étais au dépôt, l'alarme se déclenchait de système manuel. Et dans un dépôt d'hydrocarbures, il y a toujours une équipe d'astreinte
il y a toujours la permanence. Donc, un dépôt d'hydrocarbures, un dépôt classé, il y a toujours des gens en permanence dans ce dépôt. Alors, donc, par rapport à ce chemin d'alerte dont nous sommes en train de parler, si je me réfère à l'ancienne installation que j'ai laissée en 2014, de 2014 à 2019, il y avait effectivement un schéma d'alerte qui était bien fonctionnel au niveau du dépôt de Conakry, du dépôt de Coronti, du dépôt de Gélicouré et du dépôt de Kaka. Et mieux, nous avons des scénarios. Nous avons des scénarios qui ont été étudiés, qui ont été réfléchis par des experts pour retracer tous les faits possibles de sinistres dans ce dépôt d'hydrocarbures. Donc, il y a un POI qui est là. Et toutes les dispositions basiques sont là. D'accord? Maintenant, est-ce que ces personnes-là qui étaient dans ce dépôt ce jour-là, est-ce que ces personnes-là étaient compétentes pour pouvoir lancer le chemin d'alerte? Parce que nous étions aux environs de 0 heure, 1 heure, 2 heures. Déjà, le nombre était très restreint au niveau du dépôt. C'était juste une petite équipe qui était censée piloter. Et moi, ce qui m'indigne, je ne suis pas en train de faire une chasse aux sorcières, je ne suis pas en train d'incriminer qui que ce soit. Nous sommes en train de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Nous voulons comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il faudrait que les personnes aient le courage, des anciens chefs de dépôt comme moi, aient le courage de venir à ce qu'on fasse la lumière sur cette affaire. Parce que moi, ce dépôt, comme je vous le dis, ce dépôt, je le connais au bout de mes doigts. Pour lui avoir exercé dans ce dépôt pendant 5 ans. Je le connais dans les coins et dans les recoins. D'accord. Alors, M. Béavogui, j'ai 2 questions pour vous. La première, ça peut être, vous l'avez dit, plusieurs hypothèses, un sabotage ou une erreur humaine, l'incompétence et tout ça. Est-ce que vous pensez, d'abord j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a 18 cuves? Parce que beaucoup parlent de 18 cuves qui sont au niveau du dépôt. Si oui, vous confirmez le nombre. Et l'autre aspect, en faisant le dépotage par exemple, pour mettre dans les cuves là, et les bacs, dans les bacs comme vous les appelez, est-ce que parfois des gens, il arrive qu'ils s'endorment ou ils se déplacent par inattention et que ça déborde et le carburant commence à couler sur le sol? Est-ce que ce scénario peut être possible et là, automatiquement, quelque chose peut arriver? Est-ce que ce scénario est possible? L'autre aussi explication qu'on a du mal à comprendre, il y a un spécialiste qui me confiait que si toutes ces cubes-là étaient pleines, que les dégâts auraient pu aller encore plus loin. Est-ce qu'on était dans une situation où les cuves étaient pratiquement vides et qu'on attendait qu'un bateau accoste pour dépoter? Alors, déjà, je vais commencer déjà par la dernière question. Il faut comprendre déjà qu'un dépôt, un bac vide, un bac d'hydrocarbures vide est plus dangereux qu'un bac rempli. Ça, c'est le premier élément. C'est déjà le premier élément que j'ai voulu souligner. Parce qu'un bac vide d'hydrocarbures, vous le recevez? Oui, vous êtes à l'antenne, allez-y, on a 1 minute. Il y a beaucoup d'interférences là. Vous me recevez? Allez, on va revenir avec vous, si vous le permettez, mon cher Béavogui, dans la deuxième partie de l'émission, évidemment, avec ces questions posées, entre autres, par le chroniqueur. Et puis, notre deuxième invité, également aussi, que nous allons avoir ici, en studio, Ibrahima Sori Diakité, qui serait avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Il est spécialiste de la santé et sécurité. Nous allons l'entendre aussi à la fin de l'émission. Le temps d'une pause, on revient à 11h. Donc je n'accepterai pas que les cadres qui ont mis ce pays à terre. La deuxième pays, c'est un crime économique contre la Guinée. Je l'ai dit à tout le monde et je vais le démontrer que c'est un crime économique contre la Guinée, un crime social, un crime financier. Nous en déplaise, madame. Et je vais le démontrer. Et je vais vous démontrer que quand il n'a rien à voir dedans. Voilà, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée, mesdames et messieurs. On continue le débat, évidemment, nous allons répartir sur le terrain, mon cher Diba, avec notre invité au bout du fil, donc il n'est autre que monsieur Moustapha Béavogui, il faut le rappeler, il est ancien chef de dépôt de carburant, donc ici à Conakry, entre 2014 et 2019, il est en direct ce matin. Allez, on va essayer de le prendre, voilà, allez-y, mon cher Diba. Oui, monsieur Béavogui, je reviens sur la question, vous étiez en train de dire, puisque moi ma question c'est de savoir, est-ce que les cubes là étaient vides ou c'était rempli? Parce que beaucoup disent que c'était rempli, les dégâts allaient être encore plus importants. Vous nous dites que c'est le contraire. Comment expliquer cela? Et deuxième question que je tenais quand même à vous poser, en tant qu'expert, aujourd'hui le dépôt, il est derrière nous parce que ce qui s'est passé, c'est fini. Il faut penser maintenant à l'avenir. Est-ce que
dans une telle situation, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'éviter ou de maîtriser la crise? Est-ce qu'il faut un bateau flottant pour essayer de ravitailler Conakry ou collaborer avec les pays limitrophes? Ok, merci Diva de nous redonner l'antenne. Alors, donc, déjà, dans le point que vous avez posé concernant la situation d'urgence à dérouler sur place, nous y reviendrons dans le dernier point de mon intervention. Alors, pour répondre à votre question, en ce qui concerne les bacs étaient remplis, aurait fait beaucoup plus de dégâts. Les bacs étaient à moitié vides, étaient vides. Et donc, pour revenir sur mon explication, comme je disais qu'un bac vide est un bac vide est plus dangereux qu'un bac rempli. Pourquoi? Je m'explique. Parce qu'un bac vide est un bac qui est, comment on appelle ça, qui est en état gazeux. Lorsque un bac il est vide, il est carrément en état gazeux. C'est-à-dire la moindre énergie d'activation, c'est une explosion dans le bac. Voilà pourquoi je dis qu'un bac vide est un bac qui est plus dangereux. À la différence d'un bac qui est rempli, un bac qui est rempli, ce serait moins de dégâts en termes d'explosion. Et pour enchérir encore ces explications, afin que les auditeurs soient édifiés, comprennent un peu les phénomènes qui sont produits dans le dépôt, dans les hydrocarbures, ce n'est pas le liquide qui brûle, mais c'est les vapeurs qui brûlent. Alors, il faut comprendre que c'est les vapeurs-là qui brûlent et qui donnent ce qu'on appelle feu. Et donc, dans l'analyse que j'étais en train de faire, les questions, si on organise les questions, je pense que si on organise le débat, je pense que je pourrais donner des explications plus détaillées, plus explicites, et tout le monde sera édifié. Et donc, comme je l'expliquais, j'ai dit que ce qui s'est produit, c'est soit de la négligence, soit de l'incompétence, soit c'est du sabotage. Et je le dis et je le souligne, c'est à titre hypothétique. Et j'ai dit que le phénomène qui s'est produit, qui a créé la déflagration qui nous a amené le soufflage des différents verres vitrés, avec tous les dégâts, les effets collatéraux qui ont pu avoir, est soit un boil over ou un slop over. Pourquoi? Parce que le boil over, comme je vous l'ai dit, ce dépôt d'hydrocarbures, c'est un dépôt qui contient 13 bacs. Pour vous le donner dans les détails, c'est un dépôt qui contient 13 bacs. Donc 10 essences, un bac, comment on appelle ça, gasoil, un bac pétrole et un bac jet. Donc, dans ce dépôt qui est en coactivité avec la cellule pour aussi, il y a un stockage de lubrifiant, nous avons 13 bacs qui sont sous la propriété de la RGP. Et donc, le phénomène, avant que nous revenons sur le détail, comme je l'ai dit, c'est soit un slop over qui s'est produit, soit la présence d'eau dans un bac. Et je ne sais pas quel était le déchargement qui était en cours, je n'y étais pas, moi je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc si le départ de feu s'est produit sur un bac essence, c'est certainement un slop over qui s'est produit. Et un slop over, je vous le dis, il est encore moins dangereux qu'un boil over. Si une opération, si le départ de feu s'est produit sur le bac B18, le bac gasoil, qui se trouve, comment on appelle ça, vers le port, et qui est vers la société navale, donc dans l'explosion qui s'est produite est un boil over. Donc il faudrait qu'on fasse la nuance entre les deux phénomènes, les deux déclarations qui ont eu lieu dans le dépôt. Que soit un swap over sur les bacs essence, c'est le même phénomène. À la différence qu'avec l'essence, il y a moins d'impact. Très bien. Mais Monsieur Béavogui, je crois qu'on a bien saisi ces explications-là. Même si ce n'est pas de votre domaine, vous êtes quand même habitué au jargon et peut-être à ces faits. Quelles pourraient être les répercussions aujourd'hui pour les populations environnantes, notamment sur la bâtisse, mais aussi l'environnement et la santé? Est-ce que vous auriez des recommandations aux riverains? Alors, déjà, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a une situation pareille qui se produit, il n'est pas conseillé de faire des conclusions, des analyses de façon hâtive. Donc là, déjà, moi, ce que je préconise, c'est qu'il y ait déjà une cellule de crise qui soit constituée le plus rapidement possible. Et cette cellule de crise, il faudrait que les Guinéens, qu'on ait un droit de regard sur cette cellule de crise.
Et donc, moi, j'exhorte par le canal de votre radio que le gouvernement prenne ses responsabilités face à cette situation. Parce que nous avons le dépôt de Toronto qui est là, qui abrite des bacs de fuel et des bacs gasoil. Si les choses ne sont pas faites dans les règles de l'art, il faut être sûr que ce dépôt-là aussi, je touche du bois, il va s'embraser. Et donc, il y a un travail à faire. Déjà, c'est de mettre en place une cellule de crise. Et définir un lieu où il y a un poste de commandement, pour diriger cette cellule de crise. Donc, l'État et les personnes ressources seront sélectionnées, un lieu bien déterminé. Nous allons venir, nous allons statuer dessus, nous allons faire les enquêtes, faire l'arbre de cause et ressortir la cause racine de cet incident-là qui nous a conduit, qui nous a mené à ce problème. Et donc, c'est une alerte. Je pense que je vais laisser mon contact avec Espace FM. Il y a des personnes ressources qui sont neutres à ce dépôt aujourd'hui. Je peux citer l'ancien responsable QHSE, M. Ella Djambari. Alors, Monsieur Béavogui, peut-être une dernière question. Aujourd'hui, la situation est comme elle est. On sait que les stations sont fermées en ce moment. C'est le dépôt principal du côté de Kaloum. Qu'est-ce qui risque d'arriver et comment faire justement pour ne pas qu'il y ait une crise de carburant quand on sait que même l'électricité est parfois alimentée par ces carburants-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution? Qu'est-ce qui est prévu dans le protocole en cas d'une situation similaire au niveau de la société? Alors, pour répondre à cette question déjà, il faut comprendre que la crise... Allô? Oui, allô, on vous écoute. Voilà, donc il faut comprendre déjà que la crise qui pourrait survenir aujourd'hui à chaud, c'est une crise d'essence. Parce que le seul dépôt qui est censé stocker de l'essence, c'est le dépôt de Conakry. Alors que le dépôt de Conakry, c'est un dépôt qui a du fuel et qui a du gasoil. Alors, pour répondre à cette question, moi je pense qu'on peut procéder très rapidement à une conversion d'un des bacs de Conakry. Parce que ce dépôt de Conakry, c'est un dépôt qui n'a pas assez de bacs, mais qui a des bacs très costauds. C'est des bacs d'une capacité d'environ 25 millions de litres. Donc, à un seul bac de Conakry, nous avons tout le dépôt de Conakry qui est parti en fumée. Alors, c'est des propositions que nous faisons pour pouvoir éviter le pays de sombrer dans un chaos, dans une crise d'essence. C'est de déjà voir comment est-ce qu'on peut vider le plus rapidement possible un bac gasoil au niveau de Conakry, le dégazer. Dans combien de temps on peut être en mesure justement de rouvrir les stations sans risque? J'ai pas compris. J'ai dit dans combien de temps? Parce que pour le moment les stations sont fermées, on connaît la raison. En combien de temps, vos recommandations, dans combien de temps on peut par exemple rouvrir les stations sans risque bien? Vous avez posé une question, je n'ai pas fini de poser une question. Donc, laissez-moi terminer avec les explications par rapport à ce plan d'action d'urgence. Oui, mais enfin, on n'a plus beaucoup de temps, M. Béavogui. On va à l'essentiel. Ok, allez-y. C'est de savoir en son... Dans combien de temps les stations pourraient être prévues? Autre solution pour ne pas que les stations soient en rupture. Vu que nous avons deux autres dépôts à l'intérieur, le dépôt de Kanta et le dépôt de Grépé, c'est déjà de faire la lumière sur le stock de sécurité qu'il y a au niveau des Grépé et de Kanta, pour voir comment est-ce que nous pouvons rapidement envoyer des systèmes, faire l'approvisionnement, venir ravitailler pour la saisie que c'est la capitale. C'est la zone stratégique. Et à côté de cela, au niveau du port, si j'ai bonne souvenance, il y a des bacs de carburant qui sont au port. Et donc, en gros, donc si on s'en tient à ce que vous dites, dès demain on peut servir le carburant sans risque. Oui, le risque de servir, il n'y a pas de risque de servir du carburant s'il y a du carburant dans les dépôts de Vénécoulé et Cancan. Parce que c'est des dépôts aussi LGP. Nous faisons du stockage. Donc, aujourd'hui, c'est de voir est-ce qu'il y a de l'essence. C'est vrai que c'est des petits dépôts, mais ça pourra développer une situation. Et rapidement, on affrète un bateau. Et pendant ce temps, nous l'envoyons et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut vider. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Mais vous ne me laissez pas donner
vous ne me laissez pas le temps de donner de bonnes explications. Ça serait la prochaine fois, évidemment, mon cher ami. Voilà. C'est pas une émission consacrée directement à cela, mais merci beaucoup en tout cas pour toutes ces informations. C'était capital pour nous, pour le bonheur de ces auditeurs. Merci beaucoup. Vous serez jeudi à Conakry, certainement. Mon cher Jacques Lewa va vous inviter vendredi à l'antenne dans Politiquement Correct. Vous restez avec nous sur Radio Espace. Les GG de record en record. 7,6% de part d'audience sur les 25-49 ans. Record de saison et meilleure année depuis 3 ans. Record historique sur les femmes de 25 à 49 ans avec 5,6% de PDA. Merci pour cette belle rentrée les amis. Les GG ou la première marque de l'info en Guinée. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez à la télévision, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous suivez également à la radio, sur les applications, les enceintes connectées, évidemment. Nous sommes partout. On s'intéresse évidemment à l'actualité, je le disais tantôt, à la capitale guinéenne, toujours dans la fièvre de l'incendie du 18 décembre. Un sinistre qui a fait 13 morts, plus de 13 morts, il faut le rappeler, et plus de 178 blessés. D'après donc un premier bilan du gouvernement guinéen, on essaie de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, à travers évidemment des intervenants. Madame Hiro, on a écouté Moustapha Béavogui, ancien chef de dépôt donc, de carburant ici à Conakry. On l'a écouté et de toutes les façons, on cherche des explications par rapport à ce qui s'est passé. Il a précisé, tout est hypothétique. C'est des questions qu'on pourrait se poser pour savoir comment cela est-il possible. Mais le fait de dire que le dépôt, pendant qu'il y était, n'était pas quelque chose de moderne tel qu'on s'y attendait, de sorte que les choses puissent se déclencher automatiquement. Ouais. Parce que je pense qu'un tel endroit on ne doit pas lésiner sur les moyens. Ouais. On doit faire en sorte que l'alerte puisse se déclencher automatiquement, de sorte que ça puisse alerter tout Kaloum. Ouais. Je sais que c'est possible et c'est pas des choses qui peuvent coûter les yeux de la tête normalement. Et je pense qu'à l'avenir, les prochains dépôts qui seront installés, il faudra y penser de sorte que l'alerte puisse être automatique et que des dispositions idoines puissent être prises pour éviter qu'on puisse tomber dans de telles situations. Et en même temps, nous savons que plusieurs pistes doivent être explorées et rien ne doit être minimisé par rapport à ce qui s'est passé, parce que vous l'avez dit, on a eu nos reporters sur le terrain à l'instant T pratiquement quand ça s'est passé, et ils nous ont ramené des choses, ils nous ont rapporté des réactions, et aucune réaction ne doit être négligée. C'est pour cela que la cellule de crise qui est mise en place doit être veillée au grain, écouter tout ce qui se dit pour ne pas négliger une piste, parce que c'est la vie de la nation qui est en jeu. Quand le centre, le cœur de Kaloum, parce que tout est à Kaloum, la présidence hier et pratiquement toutes les affaires de ce pays c'est le poumon de la Guinée, et je pense aucune explication ne doit être négligée. Et il faut prendre des dispositions réellement pour mener de bonnes enquêtes et avoir les bons éléments pour pouvoir prendre les dispositions qu'il faut. Voilà, un chiffre ce matin, il parle de 25 millions de litres, mon cher Diba Milimono. On l'a écouté, tu l'as dit hier, tu étais sur le terrain, mon cher Diba. Oui, tout à fait. Voilà, il a donné d'amples explications. Le système de sécurité doit être renforcé. Je pense qu'à l'avenir, nos gouvernants vont penser à ça, automatiser les choses. Ça nous permet un peu, avec les erreurs des humains et tout, d'anticiper. Maintenant, sur les raisons, causes, il a dit aussi ça peut être d'origine criminelle. C'est possible également. Au moment où le pays quand même est en alerte, c'est une thèse qu'il ne faut pas écarter. Aussi, il y a l'autre aspect qu'il a rappelé, c'est maintenant l'avenir, comment anticiper. C'est vrai qu'il y a des espaces à ce niveau. L'État avait prévu des stocks au cas où on se retrouvait dans une telle situation, qui sont au niveau du port, au niveau de Tombo. Il faut réquisitionner cela au niveau de Cancan et Zérékoré pour qu'on prenne pour direction Conakry, parce que c'est une zone qui est névralgique actuellement, vu que l'essentiel des activités est à Conakry. Maintenant, sur les explications techniques, il a cherché un peu à expliquer, parce qu'il a précisé que c'est de façon hypothétique, à expliquer un peu ce qui pourrait ou pouvait expliquer un peu l'explosion et tout. Donc l'information principale, c'est de dire que quand c'est vide, avec la pression atmosphérique, ça a plus d'impact que quand il y avait du carburant dedans. Donc globalement, on a besoin de l'avis de tout le monde, puisque présentement, c'est pas le moment de faire des leçons à qui que ce soit. Pour l'instant, c'est la Guinée
qui est touché. Il faut que tout le monde se mette ensemble, que ce soit nos gouvernants, les citoyens, les politiques, et qu'avec la bonne foi surtout et la bonne volonté, qu'on puisse sortir notre pays de cette situation. Parce que quand on aura tout perdu, c'est la Guinée qui va nous rester. Et aujourd'hui, le monde entier nous regarde pour nous dire on vous soutient. Donc il faut qu'on envoie un message fort et puis qu'on tire le pays vers le haut. Je pense que c'est le plus important ce matin et dans les jours à venir. On doit se mettre ensemble. Voilà, se mettre ensemble, évidemment, c'est très important. Mon cher Jacques, vous l'avez écouté aussi. Il y a d'autres pans qu'il a évoqués dans son intervention, M. Béavogui. C'était sur les mesures, sauf qu'il ne s'est pas étendu là-dessus. Il avait dit qu'un dépôt comme celui-là doit être classé et les mesures à prendre, les mesures de sécurité à prendre doivent être de haut niveau. Est-ce que nous étions dans ce cas à Kaloum? De toutes les façons, de l'œil de profane, on disait que ce n'était pas le bon endroit et tout le monde était unanime là-dessus. On l'a quand même gardé, même si le CNRD a pris l'initiative d'accélérer le projet de l'ancien gouvernement qui avait déjà envisagé de délocaliser, de déplacer un peu le dépôt vers l'intérieur du pays. Est-ce que ces mesures étaient à un niveau qu'elles permettaient finalement une telle catastrophe? C'est la question à laquelle il va falloir répondre au niveau des enquêtes qu'on va enclencher, qu'on a dit qu'on a enclenché maintenant. Maintenant, le reste, ce ne sont que des hypothèses. Des hypothèses, oui. Il a insisté. Voilà. Est-ce que c'est un sabotage comme parce qu'il y a beaucoup de spéculations quand même. Voilà. C'est beaucoup d'éléments. Mais parle de sabotage. Si on a la possibilité d'avoir quelqu'un qui était sur place, qui est aujourd'hui vivant, je crois que c'est le témoin. C'est le combat, un autre combat d'ailleurs. Voilà, mon cher ami. D'avoir en tout cas quelqu'un qui était là, même si c'est à la porte. Il est blessé, il est alité, il faut le soigner. Il reprend ses forces. Je crois qu'il pourra nous donner quelques éléments d'information. Allez, mon cher Ali, Mohamed Ali. C'est pourquoi je pense d'ailleurs qu'il faut suffisamment que le gouvernement puisse renforcer sa crédibilité pour que les citoyens continuent à croire à ce qu'il est en train de dire. C'est très important. Tambal le disait au début, il faudrait de la crédibilité, surtout dans la communication. Il ne faudrait pas que les citoyens découvrent que le gouvernement, à travers ses communiqués, nous ment sur certains aspects parce que par après, on ne pourra plus avoir confiance. Et la seule voie aujourd'hui que nous devrions et que nous sommes en train d'écouter, c'est justement cette voix du gouvernement. Il faut aussi sensibiliser surtout ceux qui puisque je considère que le premier élément dans un système de sécurité sont les citoyens. Donc les citoyens qui sont du côté des Kaloum, les grandes gueules, faire très très attention parce que l'air n'est pas encore pur. J'estime que l'air est impur après l'explosion. La pollution. Et tout ça, les potentiels voleurs. Faire attention parce que ça peut créer. Amine, je sais ce que je dis. Il y en a qui sont toujours à la recherche de quelque chose que quelqu'un a oublié ou d'un profit. On sait, le Guinéen, comment ça fonctionne. On vous a dit hier comment certains se sont comportés. Ça peut arriver. Et là, il y a des risques de maladies graves, certainement. Et avec la pollution de l'air, on ne sait pas. Ça peut même être contagieux. Donc, à travers eux, ça peut être une épidémie. Qui sait? On n'en sait pas. Peut-être c'était de prendre des mesures aussi pour reloger les gens du côté de Kaloum. Au moins, voilà. Peut-être tu entends de rêver. Mais comment le faire en fait, puisque nous sommes dans il y a des logements sociaux, mon cher ami. Oui, c'est ça. Ouais, vous allez m'amener les grandes gueules. Vous savez, c'est pas le moment. Mais Lamine, j'ai envie de dire quelque part. Mohamed Ali, c'est pas possible. J'ai envie de dire non, pas à Kaloum, je veux dire. Voilà, oui, ici, à côté de la radio, à Matoto. Mais Lamine, voilà. Je sais que c'était en construction aussi, du côté de ce KPC, de l'autre côté, à Namani, à Somphonia, voilà, un peu de suite. Mais est-ce que le KPC va donner ça en fait? Ce que je suis en train de dire, c'est pas à lui qui se raconte. Les grandes gueules. Vous allez comprendre la mine. Oui, mais c'est pas à lui, qu'est-ce que tu racontes pour l'instant, mon cher ami? Bah oui. C'est ça, la question, c'est encore pour lui, l'ami. Parce qu'on doit le payer. Et justement, c'est ce que je suis en train de dire. Il faut dire que c'est pas livré, mais pour l'instant, c'est pas pour lui. Voilà. À quelque chose, malheureusement. Quoique, voilà, il y a son immeuble là du côté de. Si ça peut servir. Madame Hiro. C'est ce que je suis en train de dire. Et la mine, c'est de quoi je parle. J'étais en train de dire, donc, pour terminer, qu'à quelque chose, malheureusement, la mine. Parce qu'on a tellement tiré sur la sonnette d'alarme. Je sais qu'à chaque nomination d'un ministère d'hydrocarbures ou quelque chose de ce genre, on évoque cette situation, les dépôts du côté de Kaloum. Mais ça serait bien aussi qu'on entende Koulibaly. Koulibaly ne peut pas parler maintenant. Si, mon cher ami, il a été quand même à la tête de ce département, mon cher ami. Ne lui créez pas des problèmes. Comment ça? Jakaria ne peut pas parler maintenant. Les grandes gueules. Mais qu'est-ce qu'il raconte pour beaucoup de raisons? Pourquoi il ne peut pas parler? Il ne va pas parler. Droit de réserve. Je vais vous dire une chose. Droit et devoir de réserve. Ils auraient dû anticiper. Ouais.
Parce que quand le département là a été institué, gouverner la mine, c'est prévoir. Mais évidemment, ça, on le sait. Et pourquoi il ne peut pas parler maintenant? Pourquoi il ne peut pas parler maintenant? Il ne peut rien dire maintenant. Okay. Quand il avait le pouvoir, on a dit que nous n'allons rien reprocher à personne. Nous n'allons rien reprocher à personne. C'est pas le département. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il a pompé le carburant, on a servi les stations. Ça, en fait, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est au quotidien. Bien. Allez-y, Mohamed Ali, pour clore. Il faut avoir une culture de projet dans les entités. C'est extrêmement important. Quand il est arrivé, il avait une mission. C'était de dire au président, écoutez, je ne vais pas être dans une situation d'une activité. Mais le projet qui est là, que la SONAP est en train de suivre en ce moment, c'est son projet. C'est quand même son projet. Oui, voilà. Ça, il faut le reconnaître. Voilà, c'est son projet. Dessus, il n'a pas eu le temps. Quoique. Koulibaly, quand même, il a fait un bon boulot de ce projet est plus vieux que lui. C'est lui qui a affiné le projet. Moi, l'une des rares. Il finit, s'il te plaît. Vas-y. Au moment où on est aujourd'hui, Tiba avait dit qu'on ne reproche rien à personne. On a besoin de messages de chaque Guinéen pour réconforter. Ça, on a besoin de tout ça. Mais quand on a été ministre d'un tel département et on a relancé nos autorités, beaucoup de citoyens ont interpellé pour dire enlevez ce dépôt-là ici. Oui, on a fait plusieurs fois. Enlevez ce dépôt-là ici. Bien. À l'époque, personne n'a voulu comprendre. Bien. Si on l'avait fait, Dieu a sa volonté, je suis d'accord. Mais parfois, il faut que nous, en tant qu'humains aussi, qu'on puisse quand même. Merci beaucoup, Diba. Voilà, on aurait allez, avec les moyens qu'il avait, penser rapidement à faire ça. Merci beaucoup, mon cher ami. À quelque chose de malheur est bon. Je suis en train de dire. On a dit aussi qu'il y a des gens qui étaient plus forts que Zakaria qui dilaient pour ne pas que l'endroit soit délocalisé. Ah bon? Vous savez que dans le gouvernement, il y a des gens qui sont intouchables. J'ai même un chiffre. Des gens qui sont intouchables. Je te reviens dans un je sais. Je te reviens. Là, tu me donnes des infos, là, sincèrement. Peut-être qu'il n'était qu'une mouche dans ce qui se passait. Allez-y, Mohamed Ali. Ouais, peut-être. Mais je vais l'appeler quand même. Allez-y, Mohamed Ali. Vous avez dit de ne pas dire, de ne pas reprocher quoi que cela soit à personne. Je vais me contenter de ça et je vais dire, Lamine, qu'on peut maintenant en faire une opportunité. Parce que maintenant, la situation s'est posée, le drame est arrivé, on va gérer le drame, mais on sait dorénavant que les dépôts doivent être déplacés. Et les futurs dépôts doivent être améliorés, c'est-à-dire des dépôts classés, comme l'a dit le monsieur, et modernisés, avec un système qui se déclenche automatiquement et une protection des citoyens environnants. Il faut qu'on tienne compte de cela. L'autre, ce à quoi on doit également tenir compte justement de, il s'appelle comment, la protection civile, la situation de la protection civile. J'étais en train de dire, Lamine, qu'un militaire qui va au combat sans armes et qui triomphe n'est plus un militaire, c'est un héros. Les sapeurs-pompiers, moi, agréablement, ils m'ont surpris hier. Parce que moi, honnêtement, je ne savais pas qu'ils pouvaient réussir ce qu'ils ont réussi hier. Même s'ils ont été aidés. Avec l'équipement qu'ils ont, l'improvisation qu'ils ont été obligés de faire, le matériel qui ne suffisait pas et qui n'était parfois même pas adéquat avant l'arrivée des autres, tout ce qui s'est passé hier, je pense que ces sapeurs-pompiers, les gens de la protection civile, ils méritent mieux, un meilleur regard. En tout cas, ce qu'ils ont fait hier, c'est encore mieux que les policiers. Ils doivent être traités au même titre, au mieux même que les policiers. Il faut les donner les véhicules, il faut augmenter les primes. Après ça, il faut les considérer tout simplement. Il faut les remettre à leur place. Il faut les fêter, tout simplement. Et surtout, il faut les décorer si le président arrive à sortir quand même de quand même, on peut les fêter, mon cher ami. Pendant qu'il était là, tu peux le faire aussi. On doit les décorer officiellement pour la République et au nom de la République. Et cette fois-ci par le président de la République qui doit être présent lors d'une cérémonie où tout le monde peut le voir à la télé, où il pourra faire tous les discours que Madame So et tous les autres souhaitent dire en ce moment-là. Bon, mais Ali, c'est pas possible. Allez-y, Tama, qu'est-ce que t'en sais? Tu me parles des chiffres tout à l'heure, 2 millions de dollars. Hier, j'en parlais, non? Mais non, peut-être ça m'a sauté dessus. Quand je parlais des gouvernances, parce que je vais vous dire, moi j'ai aidé un opérateur guinéen à accéder à, comment ça s'appelle, à un des ministres en charge de l'énergie et de l'hydraulique. On n'a jamais... Non. Il a tourné avec un projet en main et des financeurs embusqués. Impossible de l'avoir. Sur un autre cas, parce qu'on parle beaucoup du dépôt de Forécaria, mais on ne parle jamais de Koba. Une société que l'on connaît très bien a voulu en offrir à l'État. Il réalisait tout, il en prenait un, il laissait les deux cuves à l'État. L'État ne déboursait pas un franc. Là également, on a tout fait impossible d'accéder à qui que ce soit.
Après, sur le dernier cas que je suis en train de vous évoquer, la mine, c'était carrément un terminal. Carrément en mer. Le dépotage ne se faisait même pas à proximité. Parce que là, le dépotage se fait tout près de l'espace continental. Mais là, c'était à 5 km, carrément dans la mer. C'est là-bas que le dépotage devait se faire. Les camions prenaient de là-bas et directement, on envoyait dans les cuves en dehors de Conakry. Projet ficelé. J'ai encore les éléments. J'ai pu accéder à quelques éléments de la présidence. La mine, ça n'a jamais bouché. Et après, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a quelqu'un là-bas qui m'a dit, mais toi, tu n'es pas au courant. Et chaque année, il y avait un ministre ici à la présidence qui touchait 2 millions de dollars pour qu'on ne délocalise pas ce dépôt. 2 millions de dollars chaque année. Bon. 2 millions de dollars. Pardon. Tu vois, je suis tombé du 5e étage là. C'est même du 6e. Hein. Ouais, excuse-moi. Mais il faut me gifler là. Je suis tombé du 5e étage là. Pardon, je n'ai pas entendu, s'il te plaît. Oui. Non, j'ai fini de dire. Pardon, s'il te plaît. La radio. Pardon. La rediffusion à 18h. Mais la mine, c'est pourquoi je disais hier, les gouvernants, au moins du régime d'Alpha, vous pouvez être fiers de vous. C'est 11 années. Vous n'avez pas pu réaliser ça. Tout le monde vous a alerté. Tout le monde a dit, il faut enlever ce dépôt-là. Mais personne n'a réagi. On a traîné. Parce que quelqu'un avait ses intérêts. La mine, ce qui me fait mal, c'est la communication d'Alpha Condé derrière. Il a quand même géré 11 ans. Il aurait pu nous sortir de cette situation, la mine. Mais si on avait délocalisé ça, on aurait minimisé, dans l'éventualité où il y aurait une explosion, on aurait minimisé le péril humain. Mais ce n'est pas le cas. Le péril de l'habitat, il est majeur. Le péril humain, il est majeur. Je vais vous dire, la cité chemin de fer, je vais vous dire ce qui se passe. Ces dépôts-là, vous les mettez là. Imaginez qu'ils soient en terre. Ils soufflent et ils explosent. C'est deux phénomènes qui ont eu lieu hier. Il y a ce soufflement dont parlait l'expert tout à l'heure, mais il y a aussi celui du tremblement. Vous avez vu le proviseur du lycée, je ne sais plus, 28 septembre, qui disait qu'il pensait que c'était la fin du monde. Sa maison s'est écroulée sur lui. Et c'est quelques minutes après, il va entendre son premier enfant l'appeler. Et c'est là qu'il va réaliser qu'il n'est pas le seul survivant. Okay. Et plus tard, un deuxième enfant qui l'appelle. Papa. Et ce sont ces enfants qui viennent le sortir de débris. Vous pensez que la cité chemin de fer, c'est désormais un espace viable, ça? Non. Après ce type de tremblement? Pas du tout. Alors, le péril, il est majeur. Bien. Et aujourd'hui, c'est que les secousses d'hier, les brûlures qu'on va voir. Mais si rien n'est fait, c'est là que je rejoins l'idée de Jacques. Un État prévoyant, comme le disait Djiba, la mine, c'est maintenant, vous prenez la décision de dire aux gens autour, venez, on vous crée un camp. Parce qu'il y a des camps qu'on fabrique rapidement. On vous met là-bas et on prend des mesures rapidement pour l'espace de Kaloum pour mieux l'organiser. Mais c'est une terre ébranlée, ce sont des fondements ébranlés aujourd'hui là-bas. Je suis d'accord. Voilà. Question de santé, puisqu'il parle de l'environnement. Les gens toussaient hier. J'imagine. Naturellement. Allez-y. Maintenant, regardez. Cellou Dalein Diallo prend une déclaration des plus louables. Sidya Touré, des plus louables. C'est-à-dire, on regrette ce qui est arrivé. Et on encourage tous les Guinéens à apporter ce qu'ils peuvent. Alpha Condé, qui a géré pendant 11 ans. Donc, c'est aussi le bilan. Ça, ce n'est pas un bilan de Doumbouya. La preuve, Doumbouya est arrivé et ils ont lancé la construction. Mais pendant 11 ans, le président Alpha Condé était là. Mais regardez ce qu'il dit. Je termine avec ça. En ces moments où, depuis quelques semaines, le pays entier est privé de moyens techniques d'accéder à l'information, depuis la restriction de l'accès à Internet, c'est-à-dire il fait l'étonner, comme si lui ne nous a pas fait ça. Regardez ce qui va suivre. Depuis la restriction de l'accès à Internet et aux chaînes radio, nous, on devait nous fermer le 9. FIM devait fermer aussi le 13. Bon, le 17. Regardez ce qu'il dit. Les chaînes de radio et de télévision, j'invite chacun d'entre vous à être confiant dans notre volonté de prendre en main notre avenir commun. Déjà, on n'a pas d'avenir commun. Et plus tard, vous allez voir celui du retour à un État responsable, protecteur des citoyens quand il y a eu 500 morts
lors des manifestations, protecteur des citoyens. Lorsqu'on se tuait et qu'on se découpait en Nzérékoré, c'est notre président qui a pris son vol, il est parti. Et c'est lui qui appelle à un État protecteur des citoyens, des libertés. Non, Lamine, des libertés et de la justice. Merci c'est le beaucoup, professeur Tamba. Alpha Condé qui a écrit ça. Merci. Et regardez le message de la fin. Nous devons tous, c'est là l'appel, nous devons tous œuvrer afin que la gestion de la vie publique s'illustre dans le sens de l'intérêt national. L'intérêt national. Cher à chacun d'entre nous. Et regardez ce qu'il va dire à la suite. Au lieu de subir à la place une gouvernance au profit exclusif d'un groupement. Il fait exprès de choisir le mot groupement. Parce qu'il veut parler des forces spéciales. Exactement. Évidemment. C'est de cela qu'il veut parler. Donc d'un groupement d'intérêt particulier ou extérieur aux valeurs de dignité et de solidarité qui fondent. Tu le rejoins ou pas du tout? Et c'est ce qu'il dit. Tu le rejoins pas? Toi, même là où tu me poses la question. Tu le rejoins pas ou pas du tout? Tu le rejoins? Ta vidéo a fait un tollé sur les réseaux où on dit si c'est comme ça, vous gouvernez, prenez Alpha, vous l'amenez. Lamine, c'est pas toi qui l'as dit ici. Lamine, la vidéo là. C'est pas toi qui l'as dit ici. Mais je l'assume. On s'assume maintenant, justement. Et là, c'est là-bas où je t'attendais justement. Tout de suite. Voilà, je vais te dire. Moi, j'ai été interpellé même par des acteurs du CNRD par rapport à cette vidéo. Mais je vais vous dire. Je l'ai dit et je veux le répéter. Si c'est pour répéter les mêmes vols, les mêmes pratiques qui étaient sous Alpha Condé et pour lesquelles on a décidé de le déposer, où est le sens de le déposer? Où est le sens? Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup. C'est ça le sens. C'est ça le sens. Tamba, voilà. Mais ce que je dis ce matin, c'est que parfois, mettez vos politiques en poche. Votre politique en poche, ses intérêts, là, laissez ça. Il y a l'humain devant nous. Parlons de ça. Professeur Alpha Condé, avec tout le respect, c'est Loudalen Diallo, Sidia Touré, on fait une belle communication. Vous êtes venus après, ça aurait dû être la meilleure. Il fallait simplement copier, quoi. Pour moi, il a fait la meilleure, évidemment. Alpha Condé, évidemment. Allez, la Guinée d'après, c'est maintenant.